fait une émission Légende Business aujourd'hui sur les placements, mais sur des placements aussi exotiques. Regardez, on est allé chez Sullivan qui a lui une collection de cartes Pokémon. Ça c'est ma carte la plus chère dont je t'ai parlé. La dernière vente qu'il y a eu sur celle-là, c'est 76 000 $. On va faire rentrer Léane, elle va nous expliquer comment elle s'est fait avoir par une influenceuse. Elle me dit, voilà, tu vas acheter via cette application des crypto-monnaies. Je voyais C'était un site arnaque. C'était un site arnaque, justement. On ne peut pas parler d'horlogerie d'exception sans avoir une... Tu vas voir, il y a un petit lemme avec Snoopy à l'intérieur. Waouh, incroyable. Et aujourd'hui, c'est la montre la plus recherchée au monde. Oh là là. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Émission de Légende Business aujourd'hui avec Mathieu Louvet qui a créé S'Investir Conseil, un cabinet de gestion de patrimoine où il donne des conseils d'investissement. Vous allez voir, on a filmé chez l'un d'entre vous qui a une collection de cartes Pokémon dont certaines valent jusqu'à 75 000 € pièce. Et on a dans le couloir en ce moment même des gardes du corps qui protègent une collection de montres de luxe exceptionnelle. Vous allez voir ça tout à l'heure si vous aimez les montres ou si vous n'aimez pas, en tout cas vous allez apprendre à comprendre la valeur d'une montre entre l'achat et la cote ensuite, c'est absolument exceptionnel. Et on aura l'une d'entre vous qui s'est fait aussi avoir par une influenceuse qui a pris quasiment 20 000 € et nous racontera ça tout à l'heure. En tout cas, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Vous êtes environ 150 000 à vous abonner chaque mois. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi, la petite cloche pour être au courant de la prochaine sortie, puis à commenter l'émission, à nous dire ce que vous en pensez. Et on est en podcast audio. Si vous êtes sur la route, vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Amazon Podcast aussi. Vous pouvez nous écouter partout sur la route en faisant du sport. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux. Et c'est parti avec Mathieu Louvet de S'Investir sur Légende. On y va. Mathieu Louvet, fondateur de S'Investir. On va parler d'argent et de finances personnelles. Voilà, bienvenue Mathieu, je vais te reprendre le clap. Tu as une chaîne qui s'appelle Mathieu Louvet S'Investir, avec ton nom, 200 000 et quelques abonnés, j'ai vu sur YouTube, félicitations. Merci. C'est que les conseils doivent être bons. Il y a Mathias Bacchino, j'ai eu de Trade Republic qui est passé aussi chez toi, Monir Lagoun qu'on a reçu aussi, de Finari. Il y a plusieurs invités qu'on a déjà reçus aussi. Donc on fait une émission Légende Business aujourd'hui sur l'investissement, sur les placements, mais sur les placements aussi exotiques. On va parler de placements exotiques. Qu'est-ce que c'est que les placements exotiques d'ailleurs ? Placements exotiques, c'est un petit peu les placements qui sortent des sentiers battus. On peut parler de montres, de vins, d'art, de voitures de collection, même des fois des gens qui collectionnent les baskets, des sneakers, tu vois. Qui prennent de la valeur de ouf d'ailleurs. Qui peuvent prendre de la valeur. Qui peuvent prendre, c'est comme ça. Tout d'ailleurs. Tu peux acheter un truc qui prend pas de valeur ou pas. Ouais, exactement. Et donc c'est des placements exotiques parce que c'est atypique. Et en tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut bien s'y connaître pour investir dessus. Et aussi, il faut avoir pas mal de patrimoine avant de miser finalement son avenir financier dessus. Il y a d'autres étapes à faire avant ça parce qu'il y a des investissements qui ont quand même fait plus leur preuve que ce genre de placement. Et en fait, c'est tout ce qui n'est pas placement en banque, en fait, finalement, pas placement financier. Ouais, c'est ça, tout placement hors instrument financier. Alors, on va parler, vous allez voir, dans l'émission, on va parler non seulement de placement classique, placement exotique. Toi, tu as un cabinet aujourd'hui, ça s'appelle S'Investir Conseil. Exactement. Tes bureaux sont à Toulouse et dans le sud, je crois à Aix, mais en fait, tu as des clients de toute la France qui peuvent, vous pouvez aller d'ailleurs le voir. Donc, qu'est-ce que c'est comme cabinet exactement ? C'est un cabinet de gestion de fortune ? On fait de la gestion de fortune. En gros, c'est à partir de 5 millions d'euros d'argent à investir, c'est de la gestion de fortune. Mais sinon, voilà, cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Effectivement, 95% de nos clients, c'est à distance. Et on optimise vraiment dans l'ensemble des sujets sur la gestion de patrimoine, donc les placements financiers, la transmission de patrimoine, la fiscalité. Voilà, on va avoir une approche globale. Tu les accompagnes pour ne pas perdre d'argent, pour en gagner, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et alerter aussi sur tous les sujets qu'il peut y avoir. Donc fiscalité, transmission, on va en parler, je crois, un petit peu, mais il y a des points d'alerte des fois à relever. Ouais, il y a des trucs à faire pour ne pas perdre de l'argent. Donc c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. On va aussi recevoir, comme on parlait de placements exotiques, on va accueillir Franck Sensé qui a une chaîne sur YouTube, qui est spécialiste, un des plus grands spécialistes français. Tout le monde l'appelle. Dès qu'on parle de montre, on entend le nom Franck Sensé, sans la lettre C. On va recevoir Franck qui va venir avec des montres extraordinaires, avec justement prix d'achat, prix de vente aujourd'hui. Ça, c'était des bons investissements, donc évidemment, il fallait les acheter avant. Et c'est intéressant de voir aussi d'autres types d'investissements. Et on aura aussi l'un d'entre vous qui fait une collection, qui investit dans des cartes Pokémon. Ça paraît fou comme ça, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout, tu vois, ces cartes de jeux Pokémon, il y en a qui valent aujourd'hui, certaines qu'il possède valent 75 000 € la carte. Donc je sais que Sébastien est parti de notre équipe rencontrer un collectionneur. On va vous montrer les images tout à l'heure aussi. Je sais pas, t'as déjà investi dans des cartes Pokémon ou pas, non ? Non, absolument pas. Tout placement exotique, j'ai jamais investi. Ah oui, t'es plus classique.
Moi, je suis classique voilà, sur ce qui marche vraiment et qui a des données, etc. Et tu fais des formations aussi. Ces formations de quoi? Formation donc, pour tout particulier qui souhaite bien gérer son patrimoine, bien investir en bourse. Et pour les chefs d'entreprise aussi, ceux qui veulent placer leur trésorerie d'entreprise. Il y a à boire et à manger dans les formations. Il y a beaucoup d'arnaques. Donc on a demandé sur nos réseaux si vous étiez déjà fait arnaquer par un influenceur qui faisait des formations. Et donc on a l'une d'entre vous qui s'est inscrite, qui est venue de Brest aujourd'hui, qui a fait les retours jusqu'au studio pour venir raconter comment elle a perdu 20 000 € dans une formation qui était en fait une arnaque complète. Donc elle va nous raconter comment elle s'est fait avoir, comment essayer de voir si c'est des arnaques ou pas, les formations. Avant, tu vas donner tes conseils aussi, d'après toi, qui est un vrai professionnel. Est-ce que ça ressemble à une arnaque ou pas? Comment est-ce qu'on peut les détecter? C'est un peu le but. Donc, tu m'as dit que tu n'as jamais fait de placement exotique. C'est important quand même pour comprendre le parcours. Parce que j'ai noté, il y a 80% des Français qui déclarent épargner régulièrement ou occasionnellement, selon les chiffres de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc, c'est quand même une grosse partie des Français, 80%. Donc, c'est en général sur les livrets A. Il y a plein d'autres types d'investissements. Donc, on va parler de crypto-monnaie, d'art, parce que ça, c'est aussi des placements exotiques. On n'en a pas parlé. Mais est-ce que tu considères que la crypto-monnaie, c'est exotique ou pas? C'est exotique dans le sens où c'est un petit peu atypique. Maintenant, ça devient de moins en moins. Si c'est considéré comme exotique, alors j'ai un petit peu de crypto-monnaie. Et j'ai un petit peu aussi de start-up, tu vois. Mais bon, ça reste sur des instruments financiers. Exotique, c'est vraiment, je trouve en tout cas, plus montre, art, tout ce qui n'est pas instrument financier, justement. Quand on a préparé ton émission, on a vu... Est-ce que c'est des phrases de mythe pour se présenter sur les sites? Il y a marqué que tu as commencé l'investissement à 7 ans. Ça fait un peu bullshit. J'ai vu le truc. C'est quoi 7 ans? Je crois qu'il y a écrit que mon premier compte titre a été ouvert en 2003. J'ai pas commencé l'investissement à 7 ans. D'accord. Je pense pas qu'il y ait écrit ça. Ça m'a fait marrer. Je me suis dit, c'est les phrases toujours... Ouais, non, évidemment. Non, moi, j'ai eu la chance d'avoir effectivement des parents qui m'ont mis dans ce sujet-là très tôt. Pourquoi dans la vie, ils sont là-dedans? Non, pas du tout. Pas du tout. Mon père, il était technicien agricole, il est aujourd'hui retraité. Ma mère, elle était employée de bureau, aujourd'hui, elle est retraitée aussi. Okay. Et ils ont travaillé 40 ans en même métier, tu vois. Et non, par contre, ils ont toujours eu cet attrait de se dire, avec leur épargne, il faut faire un petit peu quelque chose. Et aussi pour leurs enfants, du coup, c'est pour ça qu'ils m'ont ouvert un compte titre quand j'avais 7 ans, donc en 2003. Et puis après, une assurance vie, etc. Donc oui, ça a commencé tôt. C'est pas moi qui ai commencé vraiment tout seul à 7 ans, évidemment. Tu lisais encore les comptes que t'ont ouvert tes parents à 7 ans? Non, je suis reparti de table rase parce que c'était des comptes en banque traditionnelle, beaucoup de frais. Il y avait des fonds qui n'étaient pas du tout optimisés. J'ai tout liquidé, ouais. Ça vaut le coup d'ouvrir des comptes à ses enfants quand ils ont 4 ans, j'en sais rien, 5 ans, 7 ans, dès qu'ils sont petits? Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir un compte ou il faut mieux le mettre sur son compte à soi et lui filer plus tard? Ou est-ce que ça a un intérêt? Ouais, ça a un grand intérêt. Moi, je recommande d'ailleurs à tous les parents, dès que l'enfant est né, de commencer à épargner pour lui. Par contre, une erreur, c'est de mettre ça sur un compte courant, tu vois, un truc pas rémunéré, juste exposé à l'inflation. D'ici à 20 ans, ton compte courant, si tu mets 10 000 €, en fait, si on prend les chiffres historiques de l'inflation, c'est 4% sur les 60 dernières années, annuelles. Sur 20 ans, tu mets 10 000 € pour ton enfant. Au bout de 20 ans, en fait, tu as divisé par 2 son pouvoir d'achat. Donc c'est super dommage. Au contraire, si tu investis, donc effectivement, tu peux ouvrir un compte titre pour ton enfant, une assurance vie. Globalement, voilà, on peut ouvrir des choses pour son enfant, au nom de son enfant, investir dessus, en bourse, SCPI, la paire papier, il y a plein de placements possibles. Et on fait ensuite, du coup, fructifier cet argent. Et au lieu de lui donner 10 000 € qui sera devenu que 5 000 net de pouvoir d'achat, on essaye justement de contrer l'inflation et même de l'enrichir et de donner peut-être au lieu de 10 000, 15, 20 000 €. Dis-nous en commentaire, si vous voulez bien, si vous avez déjà fait des investissements un peu exotiques, un peu étonnants, un peu différents, des placements financiers classiques en banque, si vous avez déjà acheté quelque chose pour investir dedans. Est-ce que ça a été une bonne affaire ou pas? Histoire de voir, ce sera intéressant à lire comme ça quand vous regardez l'émission. Vous pouvez lire les commentaires aussi, ça donne des idées sur ce que les autres ont fait. C'est une sorte d'endroit où on partage, quoi. Juste, j'avais noté tes parents, ils faisaient de l'immobilier. Un peu de bourse, mais un petit peu. Et ils avaient investi dans du bétail aussi. Aujourd'hui, le monde a un peu changé. On est, quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard. Qu'est-ce que tu penses des investissements dans l'immobilier? Est-ce que c'est encore le moment d'y aller? Est-ce que c'est un peu moins bien en ce moment, moins intéressant? C'est quoi ton avis là-dessus, de pro? Déjà, du bétail, effectivement, c'est un autre exemple de placement exotique. J'y ai pensé. Et pour la petite histoire, ils n'ont pas gagné d'argent avec ça. Ils n'ont pas perdu, mais ils n'ont pas gagné. Pendant 4 ans, globalement, ça n'a servi à rien. Okay. Sur l'immobilier,
Donc les Français adorent l'immobilier, voilà, la pierre, le tangible. Et nous, en tout cas, ce qu'on voit souvent, c'est que les gens ne se rendent pas compte que ce n'est pas forcément très rentable d'investir en immobilier. Alors, il y en a qui font les choses très bien, et ça peut très bien se passer et être très, très rentable, etc. Il n'y a aucun problème. Par contre, les chiffres, c'est déjà, il faut en moyenne en France 14 ans et 7 mois pour qu'un achat de résidence principale soit plus intéressant qu'une location. Parce que sinon, sur 14 ans et 7 mois, en fait, tu as taxe foncière, évidemment, tu as plein de taxes, etc. Le notaire. Et tu as le notaire, justement, qu'il faut amortir. C'est combien de pourcents un notaire? C'est énorme, vous achetez un appart. C'est ça, c'est autour de 7 à 8%. C'est moins quand tu achètes du neuf, mais le neuf, il y a d'autres problèmes. Il faut garder, en fait, il faut se dire, est-ce que je vais au moins rester 14 ans dans ce bien-là, ou est-ce que je vais le garder 14 ans, sinon il faut mieux louer, en gros. Exactement, si tu achètes un bien pour 5 ans, tu payes... à moins que tu fasses une très bonne affaire. À moins que tu fasses une très bonne affaire, mais 7%, ça met du temps à être amorti, plus tous les autres charges qu'il peut y avoir, et les charges aussi de financement. On a des taux d'intérêt qui ont augmenté énormément, et donc le crédit qui coûtait très cher. Tout ça pour dire que nous, on a des fois des clients, et même c'était le cas du coup de mes parents, qui en fait ont investi dans l'immobilier. Et quand tu fais le calcul net de toute fiscalité, net de charges, etc., net de vacances locatives, tu vois, parce que tu as toujours un locataire qui peut partir, et puis pendant 2-3 mois... Tu perds 2-3 mois le temps de retrouver un autre locataire. Exactement. Alors, mes parents, ils ont eu encore d'autres problèmes. Il y a eu un squat, peut-être qu'on en parlera. Là, tu n'as plus aucun loyer, et même tu n'as que de la charge, même taxe foncière, etc. Et donc, en fait, quand tu fais le calcul, il y en a beaucoup, ils ont un bien immobilier net de tout qui rapporte 2,5%. C'est un livret A globalement. Et tu pourrais... Ils ont des emmerdes en plus. Ils ont des emmerdes et ils y passent beaucoup de temps. Et il y a, moi, une classe d'actifs que j'affectionne particulièrement, c'est la pierre-papier, SCPI. En gros, tu investis en immobilier et tu as plein de locataires. Tu as 200 immeubles, 200 locataires, imaginons. C'est bien plus sécurisé puisqu'en fait, tu as une mutualisation des risques. Oui. Et en fait, tu peux attendre sur des SCPI du 5% net à peu près. Donc 2 fois plus de rendement et 0 gestion locative parce que c'est la société de gestion. Il faut mieux placer l'argent en banque aujourd'hui. Si tu as une somme, que tu as déjà payé ton appart, au lieu de le garder, il faut mieux peut-être le placer et tu vas gagner plus qu'avec un appart que tu loues, quoi. En fait, tu peux aussi investir à crédit sur de la SCPI. Donc voilà, tout se calcule. Encore une fois, il y en a qui vont investir en immobilier, ça va super bien fonctionner, ils vont avoir un rendement très intéressant, etc. Ça va être un formidable levier de création de richesse. Mais il y en a qui investissent dans l'immobilier juste en se disant, si je reste locataire, je jette de l'argent par les fenêtres. Mais pas forcément. On va faire rentrer Franck Sensé dans un instant avec des montres de luxe, de beaucoup de marques, vous allez voir, très très connues, avec des prix absolument énormes. Et c'est des montres à chaque fois qui ont été, ou qui auraient été intéressantes, sur lesquelles il fallait investir à l'époque et qui aujourd'hui valent beaucoup plus cher que le prix d'achat. Juste avant, pour comprendre ton parcours, parce que je vais te poser des questions sur l'investissement, juste, tu n'as pas commencé en tant que gestionnaire de patrimoine, tu as commencé en tant qu'ingénieur dans l'intelligence artificielle. Juste, comment tu as basculé, comment tu as découvert ce métier et pourquoi tu en es là aujourd'hui? Ouais, effectivement, là-bas, je suis ingé en IA. Et en fait, c'est grâce du coup à cette éducation financière. Enfin, en fait, je suis chanceux d'avoir eu mes parents qui m'ont appris ça donc dès mon plus jeune âge. Et quand j'ai commencé à gagner moi mes premiers salaires, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose de cet argent. Tu vois, mes parents ils ont travaillé plus de 40 ans dans leur métier. Ma mère elle voulait être prof des écoles et elle n'a pas pu parce que ses parents n'ont pas pu lui payer les études. Mon père il a travaillé plus de 40 ans aussi dans le même métier, technicien agricole. Il a fini par faire un burn-out. Et il a toujours essayé de changer de métier. Il a même pensé être taxi à un moment donné. Il voulait juste s'échapper. Moi, je me suis dit, quand j'ai eu cet argent, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de cet argent. Il faut que je le fasse fructifier. Et il faut que, d'ici X années, je puisse me dire, OK, je travaille, j'ai un salaire, c'est très bien. Mais j'ai aussi une autre partie de mon patrimoine qui crée de l'argent, qui crée des revenus complémentaires, et j'ai une autre source de revenus. Donc ça me paraît, c'est primordial. C'est pour ça que moi, En fait, tu t'y es intéressé pour toi. Ouais, je me suis intéressé pour moi à la base. Et donc, je me suis vraiment passionné par ce sujet. Ingénieur aussi, j'aime bien les chiffres, les datas, tout ça. Donc, moi, ça m'a tout de suite plu. Et ensuite, c'est au détour d'une conversation, c'est ma sœur qui me dit « Pourquoi tu ne crées pas une chaîne YouTube où tu expliques comment tu investis, etc. » Tout part de là. Mais sinon, moi, je pensais être ingénieur pendant 43 ans, voire plus, en fonction de l'âge de la retraite. Mais ce n'était pas du tout prémédité. Ça a bien fonctionné.
il y a une demande grandissante d'éducation financière et effectivement, ma chaîne YouTube en a profité. Je mettrai les liens si vous voulez aller cliquer dans la description, si ça vous intéresse d'aller vous renseigner sur tous ces sujets-là. Je vous mettrai tous les liens dans la description sur YouTube et pareil en podcast audio dans la description Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast à chaque fois. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. Si vous nous écoutez en podcast sur la route, si vous nous écoutez en faisant du sport, aussi en faisant du running ou quoi, prenez 2 secondes. Vraiment, rallumez votre appli, vous mettez 5 étoiles. Ça nous aide vraiment beaucoup sur l'algorithme. On est le premier podcast de France aujourd'hui et merci beaucoup. Voilà, ça nous fait hyper plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. On est hyper contents avec l'équipe de voir que vous êtes entre 100, 150, 200 000 parfois par mois à venir vous abonner en plus sur notre chaîne YouTube aussi. Donc merci beaucoup. Quelle est l'erreur que la plupart des gens en général qu'on peut faire dans l'investissement? Quelle est l'erreur que tu vois la plus récurrente si on peut donner un conseil un peu universel sur les investissements? Ouais. Bon, l'erreur la plus classique, c'est de rien faire. Hein. Donc la plupart des Français, c'est ce qu'ils font, c'est ne rien faire. Non, la plupart des Français, ils ont au moins un livret A. Ouais. Mais tu considères comme si c'était rien faire? C'est ça, c'est pas grand-chose. En 2022, le livret A net d'inflation, c'est moins de 3,8%. Tu perds du pouvoir d'achat. Historiquement, depuis 1900, le livret A, c'est moins de 3,9% net d'inflation, en fait. C'est-à-dire que le pourcentage ne suffit pas par rapport à l'inflation. Ouais. C'est ça. Et pour que les gens comprennent, typiquement, une baguette de pain, il y a 50 ans, ça coûtait 10 centimes d'euros. C'était en francs à l'époque, mais 10 centimes d'euros. Aujourd'hui, c'est 1,10 € à peu près. Donc, en fait, tu as fait x11. Donc, tu as perdu du pouvoir d'achat si tu as juste laissé ton argent sur un compte courant. Donc, effectivement, livret A, bon, c'est la base. Épargne de précaution, c'est très important. Mais ce que je veux dire ensuite, c'est vraiment investir son argent, faire fructifier son capital en bourse, en SCPI ou autre. Ça, il y a peu de gens qui le font. Et je pense qu'il faut aussi renverser ce risque, c'est-à-dire que, cette perception du risque. On pense que la bourse est risquée ou l'investissement c'est risqué. Ouais, mais ne rien faire déjà, c'est risqué. Même tu as une garantie de perdre du pouvoir d'achat tant qu'il y a de l'inflation. Et l'inflation, elle est voulue par les banques centrales de toute manière. Donc il y en aura. Tu dis, j'ai regardé dans tes vidéos, tu dis qu'il ne faut pas non plus avoir un excès de confiance. Avant de faire rentrer les montres hors normes, là, qu'est-ce que ça veut dire avoir un excès de confiance? Pourquoi avoir un excès de confiance? Ouais, en fait, on pense vraiment souvent être meilleur que les autres. Il y a une étude qui a montré que 80% des gens pensent être de meilleurs conducteurs que la moyenne. Je ne sais pas si toi, tu te penses meilleur conducteur que la moyenne. Je fais partie des 80% des gens. Moi aussi, je pense être meilleur conducteur que la moyenne. Et pourtant, c'est pas possible qu'il y ait 80% des gens qui soient meilleurs que la moyenne. On est meilleur conducteur que certains quand même. Ça se voit. Quand tu fais 7 fois un créneau, tu sens que ça rentre pas, tu vois. Mais il ne peut pas y avoir 80% meilleurs que la moyenne. Et donc ça, c'est un biais de surconfiance. Et en bourse, ça, c'est très dangereux parce que tu vas penser que tu vas être le meilleur trader, tu vas sélectionner les bonnes entreprises dans ton portefeuille, etc. Alors qu'en fait, t'en sais rien, t'es pas un expert du sujet, et très probablement, tu vas soit perdre de l'argent, soit faire moins qu'une stratégie simple, avec des ETF, on va en parler. Les ETF, c'est un peu de beaucoup d'actions mélangées. Voilà. C'est ça. Tu dis qu'il faut plus se fier à des données rationnelles plutôt que de se fier à des informations récentes, comme la guerre, l'investiture d'un président, etc. Oui, ça c'est super important aussi, c'est-à-dire que l'investissement, c'est long terme. Il faut voir 10 ans à peu près sur la bourse, typiquement. Et donc, si tu regardes ce qui se passe là à 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça ne sert à rien. D'ailleurs, les meilleurs économistes, ils prédisent l'économie à 6 mois max. Et souvent, ils se trompent. Donc, ça ne sert à rien, en fait, de s'improviser aussi. Ça, c'est une erreur. S'improviser un petit peu économiste de comptoir et penser qu'on va bien sélectionner les bons secteurs, etc. Non, il vaut mieux avoir un portefeuille bien diversifié et investir à long terme, tout simplement. C'est un peu comme ceux qui confondent la météo et le climat, typiquement. Voilà, le climat, c'est une tendance long terme, etc. C'est ça l'investissement. La météo à 7 jours, finalement, on s'en fout, donc ça ne sert à rien de regarder les actus financières quand tu investis. Est-ce qu'il y a des placements que tu ne conseilles pas? Pas dire que c'est pas bien, mais où il y a beaucoup de frais, que tu vas pas conseiller en premier, en tout cas. L'erreur classique, déjà, c'est l'assurance vie de la banque traditionnelle. Beaucoup de frais. On ne se rend pas compte des fois, 3% de frais de gestion, pour donner un ordre d'idée, 3% de frais de gestion par an. Sur 25 ans, ça te bouffe à peu près 50% des gains. Okay. C'est énorme. C'est énorme. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent, si vous avez une assurance vie qui vous a été conseillée par une banque traditionnelle, regardez les différentes lignes de frais d'entrée, frais d'arbitrage, etc. Et notamment frais de gestion sur les placements
détenus sur lesquels l'argent est investi. Et là, ça peut très, très vite monter. On se dit 3%, c'est rien. 3%, non, c'est 50% sur 25 ans. Oui, parce que c'est 3%, puis 3% de l'évolution, etc. Exactement. Donc, il faut aller faire une assurance vie où, tu dis? Oui, alors les meilleures assurances vie, aujourd'hui, c'est sur des courtiers en ligne. Voilà. Et nous, on a des comparatifs, d'ailleurs, des assurances vie. On fait un comparatif tous les ans des meilleures assurances vie, en fonction aussi de ce dans quoi tu veux investir, de tes besoins, etc. Et les 10 premiers, c'est des courtiers en ligne. En parlant d'assurance vie, qui en fait finalement, qui n'a rien à voir avec une assurance vie, ça veut rien dire. En fait, c'est pas une assurance décès. Oui. C'est pas une assurance décès. Tout à fait. C'est juste, ça porte mal son nom. C'est juste que tu vas placer de l'argent et ça va être bloqué. Et si jamais tu décèdes, ça part à quelqu'un que tu vas décider avant. Est-ce que tu as un conseil? C'est que l'assurance vie, c'est pas très clair dans la tête de tout le monde, de personne, je crois d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que tu conseilles pour ça, toi qui es conseiller en patrimoine? Alors déjà, l'assurance vie, il y a une idée reçue là-dessus, c'est pas bloqué. Voilà, on peut retirer quand on veut. C'est pas du tout bloqué. Il y a un avantage fiscal au bout de 8 ans. Voilà, c'est juste ça, il y a une durée, mais on peut retirer quand on veut. L'assurance vie, en fait, c'est une enveloppe dans laquelle on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Il y a du fonds euro, c'est un placement à capital garanti, historiquement même meilleur, en tout cas pour les meilleurs fonds euros, les meilleurs contrats d'assurance vie, meilleur que le livret A. Donc ça peut être déjà une optimisation pour certains. Et ensuite, on peut mettre des unités de compte. Globalement, c'est des placements risqués. Donc, on peut mettre de la bourse, on peut mettre de l'immobilier papier, SCPI. On peut mettre du private equity, donc c'est des actions non cotées, donc des PME, des ETI françaises, etc. On peut mettre tout un tas de trucs à l'intérieur. Donc c'est juste une enveloppe. Et c'est un couteau suisse un petit peu de l'épargnant qui veut faire fructifier son argent, effectivement. Et tu as raison de préciser qu'il y a aussi un gros avantage de l'assurance vie, c'est la transmission de patrimoine. C'est une des niches très intéressantes quand on veut transmettre le plus possible à ses enfants, par exemple. Ou à n'importe quelle autre personne, d'ailleurs. C'est-à-dire, tu mets tes enfants en bénéficiaire, et quand tu meurs, c'est transmis. Il n'y a pas de taxes, il y a moins de taxes? Ouais, c'est ça. En fait, tant que tu as placé de l'argent sur ton assurance vie avant tes 70 ans, ça c'est la chose à savoir, tout le capital ensuite qu'il y aura dans cette assurance vie sera transmis aux bénéficiaires de ton assurance vie. Donc c'est toi qui choisis les bénéficiaires. Tu peux choisir que ce soit tes enfants, mais si tu as envie que ce soit une association, ton voisin ou un cousin, tu fais comme tu veux dans l'assurance vie. Et ensuite, tu as un abattement, donc lors de ton décès, de 152 500 € par bénéficiaire. Globalement, on prend un exemple, on a 2 parents qui ont 2 enfants, eh bien, ils peuvent transmettre à leurs 2 enfants, chacun 152 500 €. Sans aucune taxe? C'est ça, par parent et par enfant. Par an et par enfant? C'est ça. Et donc, eh bien, 2 parents peuvent transmettre... Alors meurt, c'est ça? Ouais, quand ils meurent, ils peuvent transmettre finalement 600 000 € en tout à leurs 2 enfants, sans aucun droit de succession. Qu'est-ce que tu conseilles dans les bénéficiaires? Est-ce qu'il y a un intérêt à mettre, ou il y a un risque? Tu vois, moi, j'ai jamais osé mettre... J'ai vu des reportages où il y avait des affaires de meurtre déguisées suite à des assurances vie. Quand quelqu'un apprend que tu es sur son assurance vie, bah, c'est le frère de la femme du mec qui va le tuer pour que ça... Tu vois ce que je veux dire? Que la sœur, enfin que ton beau-frère en fait te tue pour que sa sœur gagne de l'argent. Tu vois, j'ai vu tellement de trucs comme ça m'a toujours fait peur. Et le jour, j'ai demandé au banquier, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut mettre? Et il m'a dit, tu mets qui tu veux, mais tu ne le dis pas. Ouais, c'est ça. En fait, il ne faut pas le dire. C'est ça, ouais. Tu n'es pas du tout obligé de le dire, tu mets qui tu veux. Et après, il y a quelques petits conseils, c'est qu'il faut quand même mettre des clauses, enfin, c'est toute une ingénierie patrimoniale à faire. Typiquement, si tu mets Monsieur Dupont, et que Monsieur Dupont, il meurt avant toi, si dans ta clause bénéficiaire, on voit qu'il n'y a que Monsieur Dupont, et tu n'as rien mis d'autre, bah, finalement, ton assurance vie, tu perds tous ces avantages de sa transmission. Et donc, ça repasse dans l'assiette successorale classique. Donc ça, il faut faire attention à bien rédiger sa clause bénéficiaire. Et typiquement, il y a une clause qu'on appelle clause balai. Tu mets à la fin « à défaut mes héritiers ». Donc si tu as mis Monsieur Dupont, à défaut mes héritiers, bah, si Monsieur Dupont est décédé, ça sera à tes héritiers, peut-être tes enfants, etc. Et
ils bénéficieront de cet avantage de la transmission à l'assurance vie. On va faire rentrer Franck maintenant. Juste après, on va parler des impôts. Tu as fait une vidéo et des vidéos là-dessus sur ta chaîne YouTube. Je mettrai le lien d'ailleurs si vous voulez vous abonner aussi à sa chaîne. Sur comment éviter de payer trop d'impôts, les trucs assez faciles à faire finalement. Optimiser en tout cas sa déclaration d'impôts pour en payer le moins possible. On va faire rentrer Franck Sensé avec des montres extraordinaire pour parler d'investissement aujourd'hui avec donc Mathieu Louvet s'investir, si vous voulez aller voir sa chaîne. Ça nous permet comme ça de voir un placement exotique, des montres, prix d'achat, cote aujourd'hui, vous allez voir, c'est parti. Ça y est, Franck s'est installé. Bienvenue, Franck. On s'était rencontrés, on a déjà fait quelque chose il y a très longtemps. Franck Sensé, tu as combien d'abonnés aujourd'hui sur ta chaîne YouTube? Un peu plus de 400 000. Félicitations. Tu parles de montres uniquement? Uniquement de montres. C'est vraiment, tu es spécialisé là-dedans. On a acheté pour l'occasion un petit plateau tournant, voilà, sur le magnifique, plateau, qui permet de mettre un objet. Donc là, en l'occurrence, on va mettre une montre et ça va tourner comme ça. On peut voir vraiment tout l'objet pour mieux voir. Je vois que tu as pris une paire de gants. J'ai vu des hommes de sécurité. Pas une paire, j'en ai pris qu'un. J'ai vu des gars de sécu, des convoyeurs. Vraiment, Il vient jamais tout seul, Franck, parce qu'il y a des montres qui valent très très cher que tu as pris. J'ai une question pour toi avant. Est-ce que on parle d'investissement dans l'émission. Est-ce que des montres, ce sont des bons investissements encore aujourd'hui? Ça dépend lesquels. Il y a des montres oui, il y a des montres non, il ne faut pas se tromper, et certaines marques ont plus la cote que d'autres. Donc il faut être connaisseur quand même. Il faut être connaisseur, ou en tout cas bien averti. C'est une marque sur laquelle on ne se trompe pas si on veut faire un investissement à long terme sur 10, 15, 20 ans. Il y en a 3 ou 4 qui tiennent le haut du pavé en ce moment, c'est Rolex, Cartier, Audemars Piguet, Richard Mille, Patek. C'est les 5 qui tiennent le... Et tout de suite derrière Omega qui commence à faire une grosse poussée, Bulgari avec les montres ultra plates. Là tu as des montres, tu vas nous dire le prix d'achat en boutique et après le prix que ça vaut aujourd'hui. C'est intéressant de savoir aussi la différence entre... Alors il y a des montres, j'ai mis des montres anciennes et des montres nouvelles, des montres, toutes sont collectionnables. Ça veut dire c'est celles qui peuvent éventuellement coter dans l'avenir. C'était quoi la meilleure affaire à faire dans les montres? C'était acheter un chronographe Rolex Daytona quand il y en avait plein les vitrines et que personne n'en voulait. Et ça valait combien? Et ça valait $300. Et là, ça vaut? Il y en a une qui s'est vendue 17 millions d'euros. Ah, ça, c'est un bon investissement, par exemple. On est d'accord. Tu portes quoi? Ouais, mais le truc, c'est qu'on le sait qu'après, quoi. Tu portes quoi? Une Herbelin. Herbelin. Voilà, Herbelin, marque française. Très bonne marque. Et qui monte bien, d'ailleurs. Ça s'appelait Michel Herbelin et maintenant ça s'appelle Herbelin et c'est vraiment bien. J'ai une fiche où on nous a mis les montres avec lesquelles tu es arrivé, on ne savait pas à l'avance. Ah bon, mais tu ne devais pas savoir normalement. Non, justement, ça devait être une surprise. J'ai pas lu volontairement pour découvrir un petit peu. J'espère. Je ne prends pas de la fiche et tu nous les montres une par une en nous expliquant c'est bien la différence, le prix. Et pourquoi je les ai choisis, en fait. Alors la première, c'est une Omega Speedmaster Snoopy. Snoopy? Comme Snoopy? Comme Snoopy. Du chien? Le chien Snoopy. Pourquoi? Parce que Omega, c'est la montre qui a marché sur la Lune. Alors, si tu veux bien ne pas nous dire le prix au départ. Évidemment, on va les faire deviner. Avec vous tous chez vous, comme ça vous allez pouvoir aussi regarder. Voilà. Donc... Je prends ma petite fiche magique, évidemment. Mais je sais que si tu es venu avec, c'est qu'il y a quelque chose de particulier. C'est que ça coûte je peux me permettre? Évidemment. Alors... donc celle-là, c'est le même modèle qui est allé sur la Lune? Non, pas tout à fait. Celle-là, c'est celle du 50e anniversaire du Snoopy Award. Parce que Omega a eu la distinction de la NASA, le Snoopy Award, pour avoir sauvé la mission Apollo 13. Tu sais, à Houston, on a un problème. Oui. Et bien, la montre a sauvé l'équipage. Pourquoi? Parce que tout était en panne à l'intérieur. Et pour chronométrer la poussée dont ils avaient besoin pendant 14 secondes pour bien rentrer dans l'atmosphère, c'est la montre qui l'a permis. Oh là là, et il y a la Terre derrière, la incroyable. Terre qui tourne. Ah, waouh! Si tu appuies sur un petit bouton, il y a la que je vais Lune. faire maintenant, regarde, regarde bien derrière. Comme ça, on va vous filmer en comptant, vous allez pouvoir voir l'image. Et là, derrière, tu vas voir apparaître un truc. Il y a un petit lemme avec Snoopy à l'intérieur. Waouh! Incroyable! T'as une petite fusée qui passe... Ouais, avec Snoopy dedans. Avec Snoopy dedans, en tout petit. Mais attends, c'est impressionnant. Bon, en fait, ça vaut une fortune. Voilà. On sait. Non, pas forcément. Le petit module, en fait, il est fixé sur l'aiguille du chrono. Donc, quand tu déclenches ton chrono, ça déclenche la petite aiguille avec le petit module derrière. Hyper rigolo. Ok. D'après toi, combien est-ce que ça peut coûter une montre comme ça? Elle est en acier. J'y connais absolument rien. Non, mais vas-y. Je sais pas, je dirais 75 000 euros. Oh non, moins cher que ça. Allez, Moins cher que ça. c'est une montre à quoi? À 7 000? Un petit peu plus.
10 000 Ouais, dans ces eaux-là. dans ces eaux-là. 11 700. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à avoir. Alors, très difficile à avoir, parce que dès qu'il y en a une qui arrive dans une boutique, elle est tout de suite achetée. Et quand elle sort de la boutique, elle vaut tout de suite le double. Waouh. Ah oui, donc ça, c'est typiquement un bon investissement. Quand on en a une, oui. Quand tu arrives à en avoir Quand une. tu arrives à en avoir une, c'est un bon investissement. Donc ça vaut 10 000. 11 700 et... Ça se revend 25. Ça se revend entre 22 et 25. D'accord. Très belle montre. Merci beaucoup. En voilà La une. montre Omega Snoopy. Je savais Snoopy, que Speedmaster 50e anniversaire, parce que cette année, c'est le 60e anniversaire. magnifique montre. En tout cas, c'est très beau. Et je vous incite, si vous nous écoutez en podcast audio, à aller voir, parce que c'est assez fou. J'adore les montres avec des trucs comme ça, avec des petites surprises. C'est vraiment balèze. Bravo. Alors là, on est dans l'ultra fin et l'ultra léger. Et voilà, c'est une Bulgari Octo Finissimo Carbon Gold. Oh là 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 là. Alors quand tu regardes la finesse de la montre et le poids, Elle est, on dirait qu'on a littéralement 15 grammes. ouais, c'est très très léger. Attends, non, et fait quoi, 40, 50 grammes Ouais, même pas, Même pas. même pas. Donc elle est full carbone et quand même avec de l'or et même une toute petite partie en platine, puisque la masse oscillante est en platine mais plaqué or. Alors on se demande pourquoi ils ont mis du platine plaqué or. Ben, c'est pour que ça soit joli derrière et que tout soit or. Mais comme le platine est plus lourd, l'effet de remontage de la masse oscillante a une meilleure efficience s'il est en platine. Incroyable. Et donc ça c'est une montre qui est rare aussi. Ça, c'est une montre qui est rare, puisque toutes les Octo Finissimo sont rares. On les trouve en boutique, mais c'est pareil, elles ne restent jamais très longtemps en vitrine. Et puis surtout, c'est une collection qui a 10 records du monde. 10 records du monde de finesse, dont la montre la plus plate du monde, qui fait 1,7 mm d'épaisseur. Celle-là, elle a par exemple un calibre qui fait 2,23 mm d'épaisseur. Ce qui est pas beaucoup. Hein. Non, ce qui est vraiment pas beaucoup. On se rend pas bien compte, mais 23 mm, imaginez-vous, c'est une montre qui est plate, quoi. C'est une carte de crédit. Combien ça coûte, ça, une montre comme ça, en boutique? Combien ça coûte? Mathieu, il s'est enflammé avec 70 000 tout à l'heure. Donc là, maintenant, il a dit, oh là, je vais rebaisser. Mais attention, celle-là, elle coûte quand même un peu. Combien ça pouvait toucher en boutique? Bon, ben, je vais redire peut-être autour de 50 000 euros. Alors, tu vas bientôt y arriver à 50 000 euros, mais là, pas encore. Bah, je dirais 35 du coup. 30 400. Ouais, je passe après toi, donc c'est plus facile. Ouais. Ouais. 30 400, et ça peut se revendre combien, quand on parle d'investissement dans l'émission? Ça, il faut attendre que ça vieillisse un peu. Parce que c'est une montre qui est récente. Elle est sortie il y a 2 ou 3 ans. Donc, on ne peut pas vraiment savoir combien elle La coûtera. cote, ouais. Mais c'est forcément des montres qui coteront un jour. Est-ce que les cotes des montres ont un petit peu baissé dans les 5 dernières années? Là, j'ai vu qu'il y avait pas Oui, mal sur de certains, oui, bien sûr. Les Patek Philippe, notamment, un peu Les baissé. Patek Philippe ont baissé et tout le marché a baissé avec les problèmes de crise. C'est-à-dire quand la bourse baisse, bah, les montres baissent, et puis les bitcoins baissent, et puis tout baisse. Et puis quand ça remonte, ben, tout revient. Mais quand ça remonte, il y a eu une petite folie sur l'horlogerie. Et donc seuls les modèles vraiment qui ont un intérêt technique, technologique, historique conservent la cote. Troisième montre, qu'est-ce que c'est? Troisième montre. Alors là, on est dans la réédition d'une légende et on est sur l'American 21 de Vacheron Constantin. Pourquoi elle est de travers, cette montre? En fait, Pourquoi elle est de travers? Alors, je dirais que c'est pour conduire. Exactement, c'est une driver watch qui a été inventée et créée dans les années 20 à la demande d'un client qui voulait avoir une montre qu'il pouvait regarder en conduisant sa voiture, dans les années 20, t'imagines, sans tourner le poignet. Donc, il tenait le volant comme ça, puis il regardait l'heure. Et c'est-à-dire que c'est très malin, en fait. Tu conduis ta moto, Marrant. ou tu conduis ta voiture, en fait, tu es dans l'axe du 12, quoi. Voilà. Il y a eu très peu d'exemplaires, une douzaine, je crois, de mémoire, sortis à l'époque. Et là, ils l'ont réédité pour les 100 ans de l'American 21, donc en 2021. Montre mécanique, remontage mécanique. C'est-à-dire que ça ne se remonte pas au mouvement du poignet. D'ailleurs, on voit le calibre à derrière. Et le calibre, il est poinçon de Genève, donc c'est décoré, sublime. Parfois, tu te dis que ce genre de montre, tu as envie de la porter à l'envers. Quand tu regardes comme ça, c'est dessous, c'est magnifique, ouais. c'est vraiment... Encore le plastique de protection, c'est une montre qui est neuve. Elle est neuve, celle-là, elle sort de boutique, c'est Vacheron, je leur ai dit, s'il vous plaît, je veux le 21, parce que Guillaume, il faut absolument... Ils m'ont dit, pour lui, on veut bien. C'est gentil. C'est gentil. Merci à eux. Ça, c'est une montre Vacheron Constantin. J'ai du mal, je m'y connais pas très bien, je trouve ça très beau, je m'y connais pas bien. C'est une montre qui se touche à combien, là, à peu près, en boutique? On est à 44 200. Ok. Ça, c'est une montre qui va prendre de la valeur. Ouais, ça, c'est une montre qui prendra de la valeur dans le temps, et surtout, ce qui est amusant, c'est de savoir que quand elle est sortie, elle valait $300. Oh là là. Et donc, quand elle vaut $300 à l'époque, c'est comme si elle valait aujourd'hui 3 600 €. Ah oui, l'équivalent. Dans l'équivalent, Bien sûr.
Et en fait, elle vaut 44 200 € à la vente. 44 200 €. C'est de l'or, c'est quoi? Oui, c'est de l'or rose. C'est beau en tout cas. Hein. Ouais. C'est assez agréable d'avoir une montre de travers. Enfin, comme ça. Parce qu'en fait, du coup, tu n'as pas besoin de tourner le poignet. En fait, tu es dans l'axe Et puis, c'est directement. un côté original. C'est-à-dire que dans la collection de montres, il y a une chose qui existe aussi et qui est intéressante, c'est que l'originalité de la montre, autant que sa rareté, va faire sa cote dans l'avenir. Et la boucle C'est est pour- jolie, ça fait le logo Vacheron Constantin. Oui, c'est la demi-croix de Malte. Merci beaucoup pour celle-là. Disons qu'on Puisque- a, je sais pas combien t'en as d'ailleurs, 7. On va rester dans le vintage parce que ça, c'est une montre d'époque, Oui, puisqu'elle n'est plus en collection chez Cartier. c'est une vraie vieille. C'est une vraie vieille. Elle n'est plus en collection chez Cartier. Cartier en réédite de temps en temps. Je ne serais pas étonné d'en voir une arriver sur ce modèle-là. C'est une tank cintrée. C'est-à-dire que c'est donc Cartier, une vraie Cartier de quelle année? C'est une année de 1950, celle-ci. De 1950, d'accord. Pareil, elle valait 300 $ à l'époque. Alors là, si tu nous montres ça et que tu montres crescendo, je pense qu'aujourd'hui, ça vaut plus que 300 $. Ah, ça vaut plus que 300 $ parce que 300 $, on a dit que ça faisait 3 600 € à peu près. Celle-là vaut beaucoup plus cher. Ça, c'est une montre qui est très rare, par exemple, oui. Il faut savoir que quand Cartier a sorti le modèle 100e anniversaire, donc en 2021, neuve, en boutique, elle valait à peu près 30 000 €. Ok. Wow. Alors, Et il y a là, c'est une montre d'époque qui date des années 50. il y a un vrai rubis dessus. C'est un saphir. Ok. Mais Ah oui, oui. Mais c'est bleu, effectivement. c'est le Spinel, ce qu'on appelle. Le fait qu'elle soit des années 50, quelle est sa cote aujourd'hui? Elle est disponible chez Romarea. Romarea m'a prêté Une deux boutique de montres. vente. Boutique de vente. Il m'a d'occasion. prêté 2 montres aujourd'hui. Il y a Merci à Romarea lui. qui m'a prêté une montre et puis aussi la boutique Dubaï. On va venir après derrière, c'est celle qui est après. À votre avis, combien elle coûte? Puisque celle-là, elle est vraiment vintage. C'est-à-dire qu'elle est d'époque. Bah, j'en sais rien, je dirais peut-être 60 000 €. Non, c'est des montres qui doivent se Ouais, j'en sais rien non plus. Hein. 75 000. Une Ouais, pierre ouais. précieuse dessus. Ouais, c'est pas la pierre précieuse qui fait le truc, Ouais. c'est surtout la tank cintrée qui est très très rare, sortie à très peu d'exemplaires. C'est Ça quoi vaut- tank cintré? ça veut dire qu'elle Elle est bombée. elle est bombée, ce qui donne un confort au porté. Quand tu la poses sur ton poignet, pose-la sur ton poignet. Ouais, tu c'est vas voir, très agréable. C'est elle très est agréable. très agréable au porté. Elle est courbée, quoi. C'est une montre courbée Montre courbée, qui vaut 123 000. 123 000. Ah ouais. De 300 $ à 123 000. Non, mais tu vois, on parlait de placements exotiques avant et de pas forcément rester sur les placements. Le placement des montres, quand c'est bien fait, peut être hyper intéressant. On parlait de bétail avant, on parlait de plein d'autres. Ah, de bétail. Ouais, même de montres Pokémon, tu vois, de cartes Pokémon. Ah, les cartes Pokémon, ça a un côté. Ah, il y a d'enfer, des, ça. bah, justement, on va aller dans un instant. Après, vous allez voir, chez un collectionneur de montres Pokémon, Sébastien fou. Yétaï, notre équipe, il a des cartes aujourd'hui qui valent 75 000 € pièce. Mais il y a aussi des montres Pokémon, c'est pour ça que ta langue a fourché. Tu as savais. déjà vu une montre Pokémon? Oui, non j'ai déjà vu les montres Pokémon. oui. De toute façon, quelle montre tu n'as pas vu? C'est un truc de fou. Franck, Non, 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 j'ai- toutes les montres, c'est le spécialiste des montres. Il y a des montres que je n'ai pas encore vues. Donc, puisqu'on parlait de la Vas-y. maison Dubaï, la maison Dubaï étant spécialisée dans les montres d'exception, là, on a une montre, ça s'appelle la Défi Zénith 0G. Oh là là. Là, on commence à être sur des belles bêtes. Quand il c'est dit une ça, montre- c'est que c'est des C'est montres une à- montre neuve. Je ne sais pas combien ça coûte. Non, mais... non, 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 ça, enfin, c'est Oh là pareil, là, on dit ça reste waouh. raisonnable, mais c'est irraisonnable. Oh, pour... waouh. Mais tu peux la prendre, celle-là, il faut la prendre parce qu'il y a une animation visuelle. Oh, waouh. Il y a un truc Ça qui... veut dire que ton organe réglant, Attends, c'est incroyable. il bouge dans tous les sens pour se soustraire à l'attraction terrestre. Mais c'est pas un tourbillon. On dirait un globe terrestre qui est en apesanteur. En fait, comme si c'était quelque chose de gyroscopique. Exactement. C'est exactement ça. D'ailleurs, ça s'appelle, écoute bien, le module gyroscopique Gravity Control. Ouais, c'est ça. Eh ben, on dirait un gyroscope qui va stabiliser l'intérieur de la montre. Et il n'y a pas de pile. Ah, ben, il n'y a pas de... Non, non, je sais. Après, c'est une insulte. Hein. Non, mais il n'y a pas de pile. Et pourquoi pas, on va parler de voiture électrique. C'est- on le c'est- dit. c'est- Non, mais attends. c'est une insulte. Elle est sublimissime. Alors ça, je ne sais pas combien ça coûte, mais elle est épaisse. Hein. Enfin, c'est quelque chose de... Tu sens que c'est, comme tu dis, que c'est une belle bête. On voit à travers la montre complètement. C'est ça qui est fou. C'est que c'est du verre des deux côtés. Bon, ça coûte... Alors, c'est pas du verre, c'est du saphir. Mais ouais. c'est bien de le dire parce qu'il y avait du verre avant. Mais le saphir c'est un verre saphir. Vas-y, nous fais pas de suspense à chaque fois. Là, ça sert à rien. On sait que c'est beau. Combien ça coûte 125 000. 125 000, neuf. Neuf. Et c'est Ça, là c'est où le c'est prix Et c'est d'un là où c'est appartement. marrant C'est ça. parce que c'est le même prix que celle-là qui était avant vintage. Ah oui, oui. Donc tu vois, Celle à 300 $. c'est le prix d'un studio, oui. à Et Paris. donc ça, c'est le prix d'un studio, le prix d'un appartement à Bordeaux, à Perpignan. Voilà, on peut avoir un... Bah, j'ai des prix de château aussi. Là, carrément. Il y a le prix de château après. Ça, c'est un 3 pièces à Perpignan, chez mes amis. À 3 pièces.
100 000 euros, ils ont acheté un appartement, là, bah voilà, c'est à peu près... C'est moins cher que cette montre, c'est complètement fou. Ça, c'est de l'or? Oui, or rose. Donc, comme je dis toujours, quand on a des montres comme ça, évidemment, toujours au coffre-fort, on ne laisse jamais traîner ça chez soi. Et puis à même... la banque, oui, plutôt, d'ailleurs. On en a une ou deux quand on a une collection, une ou deux chez soi, et puis on tourne, et puis après on va à la banque et on fait des allers-retours. Et chez soi, il faut les assurer, non, aussi? Oui, tu peux les assurer. Alors maintenant, les assurances pour les montres, c'est relativement cher. Ah, ok. C'est-à-dire les gens qui ont des grosses collections, ils s'achètent une montre tous les 6 mois avec le prix de l'assurance. Il faut mieux laisser Il vaut mieux les laisser à la banque. acheter si on fait un investissement. Ouais, il vaut mieux racheter une montre et auto-assurée. Merci en tout cas pour celle-là. Impressionnant. Alors là, j'ai une autre montre vintage et une légende du cinéma qui va avec. Donc on a quand même réussi, Romarian m'a quand même prêté un Daytona Paul Newman. Mais un Paul Newman, un vrai. C'est-à-dire celui d'époque. La même référence. C'est quelle marque? Daytona Paul Newman, c'est Rolex. Il fait son imbécile. Ah non, pas du tout. Il fait son imbécile. Il fait son imbécile. Voilà. Vraiment, je t'assure. Non, mais je l'avais pas non plus, moi. Moi non plus, je l'avais pas. Daytona Paul Newman, tu sais, toi. Non, ça aurait pu être une autre collab, je sais pas. C'est comme si tu me disais Spoutnik, c'est quelle fusée, voilà. Donc c'est quelle année, ça? 1967. 1967. Voilà. Ça, c'est une pièce d'exception? Alors là, on est vraiment dans la pièce d'exception. Parce que, 1, c'est rare. 2, celle-ci, elle est ce qu'on appelle tropical register. Alors, le register, c'est le sous-compteur. C'est les petits compteurs qui sont dedans. Donc, quand c'est tropical, ça veut dire qu'ils ont changé de couleur avec l'âge. Et donc, ça cote encore plus. C'est une anomalie qui cote encore plus. C'est vrai que c'est beau. Petit cadran. Et ça devient à la mode de porter des mini-montres. Alligator véritable. Hein, Ah oui, ça, parce que c'est une pièce d'époque. Ouais. Roi colonne, donc un super calibre à l'intérieur. Elle coûtait 250 € à l'époque. À l'époque. 250 $. Putain, c'est beau. 50 €. Franchement, ça, c'est d'une beauté, les amis. C'est impressionnant. Et écoute-moi bien, celle-là, il y en avait plein les boutiques et personne n'en voulait. Ah, c'est celle-là où tu disais... Personne n'en voulait. Ça vaut quoi, 200 000 €? 150 000? Plus? C'est un peu court. C'est vrai. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que personne n'en voulait. C'est-à-dire que tu achetais une Rolex normale en or et on t'offrait presque un Daytona en acier si tu achetais une montre en or. Et aujourd'hui, c'est la montre la plus recherchée au monde. Ah, tu me stresses d'avoir ça dans les mains. Attends, et donc combien ça coûte aujourd'hui? Alors celle-ci, c'est pas celle de Paul Newman, parce que si c'était celle de Paul Newman, tu aurais 17 millions ou 18 millions d'euros dans les mains, quand même. Mais là, il faut quand même mettre un petit 395, 400 000, quoi. Ah, incroyable. 400 000 € la montre. Ouais, ok. Il n'y en a pas beaucoup? Ah bah non. En plus, tu gagnes au loto, tu en veux une, tu la cherches longtemps. Oh là là. Donc c'est vraiment de la chance de l'avoir. Merci beaucoup. Et je vois qu'il t'en reste une dernière dans la boîte. Une, parce que on ne peut pas parler d'horlogerie d'exception sans avoir une Richard Mille. Et ça, c'est vraiment le phénomène absolu de l'horlogerie moderne. Une maison qui a été créée par Richard Mille en 2000. C'est récent. Très, très récent. Et qui est devenue une des marques les plus recherchées au monde et une des marques qui fait le plus gros chiffre d'affaires au monde. Est-ce que c'est des bonnes montres, quand même? Toi qui es connaisseur. Non, c'est pas des bonnes montres. C'est des très bonnes montres. Vraiment? Non. Très, très bonnes montres. Ah oui? Franchement, c'est des concentrés de technologie absolument incroyables. Elle est hyper fine, dis donc. Voilà. Parce que les Richard Mille sont très Ça, c'est épaisses. méchant. Justement, celle que je t'ai apportée, c'est la dernière Nadal. Celle de Rafael Nadal. Voilà. La dernière des dernières. Donc, elle a le boîtier tonneau caractéristique des Richard Mille, mais elle est très fine. D'accord. Donc ça... Après, je vais te donner le poids et tout ça, etc. Et avant de te donner le prix... Attends. Avant de te donner le prix... Elle fait combien? Elle fait... Attends, mais... C'est exceptionnel. On dirait une fausse montre. Déjà, oui, on dirait. Et elle pèse 20 grammes, même pas? Non, mais attends, combien ça pèse? La montre, la boîte seule, sans le bracelet, moins de 20 grammes. Non. Ben oui, 11,5 grammes. Oh là là, je vous assure, on dirait vraiment... comme si tu avais Et elle résiste... un mouchoir dans la main, tu sens rien. Et elle résiste à des chocs de 14 000 G. Incroyable. Une Richard Mille, j'ai toujours entendu des prix énormes. Là, c'est la version Nadal, donc la dernière sortie. Alors déjà, c'est la plus fine de toute la marque? Non. Ah non, la plus fine de toute la marque, c'est la Ferrari. D'accord. C'est celle qui était championne recordman du monde
1,75 mm d'épaisseur et qui a été battu par Bulgarie l'année dernière. Combien ça coûte, ça, Richard Mille? Merci. Ils nous l'ont prêté exprès? Oui, bien sûr. Ah, mais il y a quelqu'un de chez Richard Mille qui est à côté, il y a 3 gardes du corps, ils n'ont pas les Kalachnikov, quoique je ne sais pas s'il y en a dans le sac. faut se méfier. Mais, merci à eux, en tout cas. Ah oui, parce que ça, ils l'ont sorti vraiment pour nous faire plaisir, et c'est vraiment assez rare. C'est une édition limitée, et il en reste encore quelques exemplaires en boutique, mais généralement, c'est pareil. Et ça monte après en cote? Oui. Ah oui, ça, oui. Ça tient la cote. Ça, tu sais que tu l'achètes tu vas le revendre plus cher après. Oui, normalement, oui. Mais là, comme elle vient de sortir, tu ne peux pas savoir combien. On ne peut pas savoir combien ça va coûter dans 30 ans, par exemple. Mais en tout cas, les Richard Mille, elles tiennent la cote. Comme je te le disais au début, tu vois. Rolex, Patek, Richard Mille, Audemars Piguet, Cartier. Donc là, Omega, Bulgarie qui arrive. Combien ça coûte en boutique, celle-là? Alors, je n'ai pas le prix exact. Ah bon? Arrête, tu n'as pas le prix exact. Tu nous prends vraiment pour des bleus. Écoute bien. Écoute bien, c'est quand même quelque chose. Non, mais j'ai du biscuit quand même. Je n'ai pas le prix exact parce qu'ils m'ont donné le prix hors taxe. Ah. Mais qu'est-ce que tu me donnes le prix hors taxe? Parce que le prix diffère en fonction des taxes dans les pays. Ah oui, où ils vendent, ouais. Voilà. Donc un prix hors taxe, c'est quoi? 1 million d'euros. Hors taxe. 1 million d'euros. C'est le hors taxe qui m'amuse, moi. 1 million d'euros hors taxe. Donc, je crois que c'est 980 000 hors taxe, un truc comme ça. Donc c'est proche du million d'hors taxe. C'est une belle maison. Donc c'est 1 200 000 en France, c'est 1 200 000 euros. Putain. Ouais, donc là, c'est un beau château. Ah ouais. Très bien. Eh ben, je comprends pourquoi il y avait 3 gardes du corps, du coup, qu'il y a 3 gardes du corps devant le studio pour les ramener. Tu te retrouves évidemment. Je te demande pas s'il y a une pile dedans, hein. C'est une insulte. Elles donnent leur pile. Elles donnent leur pile, c'est vachement bien. Et même, je vais te dire un truc, quand elles sont arrêtées, elles donnent leur exact 2 fois par jour. Tu connais ma célèbre devise. On finit par une petite exception, un petit truc exceptionnel. Bon, c'était déjà exceptionnel. Oui, mais là, on redescend vraiment beaucoup en termes de prix, mais en termes d'histoire, de légende. Je voulais dire aussi qu'on peut avoir des montres de collection légendaires qui ont été mises en valeur par des acteurs de cinéma, par des films, et qui ne sont pas forcément hors de prix. D'accord. À l'occasion du Grand Prix de Monaco, a été lancé 2 montres Monaco. Et donc celle-là, à mon avis, tu ne l'as jamais eu encore dans les mains. J'ai eu aucune de ces montres dans les mains. Voilà. Mais... On a la Monaco Gulf Titan. Donc c'est quoi la marque? C'est Tagueyer. Tiger, ouais. Tagueyer. Tagueyer. Toi, On dit Tagueyer. Toi, tu dis Tiger. Tagueyer? Non, Tagueyer. D'accord. Tagueyer. C'était Heuer avant, et puis Tag est venu après. Ils ont fait une jeune venture. Tag a racheté Heuer. Maintenant, c'est une marque du groupe LVMH qui est en pleine expansion. Et là, on est vraiment sur un truc exceptionnel, puisque la couronne n'est pas du côté des poussoirs de chrono. Ah oui, elle est du côté intérieur, voilà. Le petit bouton. Et c'est la première montre automatique chronographe qui a existé à l'époque. Mais comme il a monté une platine additionnelle, il a été obligé de sortir la couronne du mauvais côté. Et il s'en est servi pour faire un outil marketing en disant, de toute façon, comme elle est automatique... Donc ça, c'est exceptionnel. Ouais. Merci beaucoup. Ça vaut moins de 10 000 euros. Wow. Ce qui est déjà une très belle somme, oui. En réalité. On vient te voir pour placer combien, toi, en gestionnaire de patrimoine? C'est quoi la somme moyenne qu'on te confie? En moyenne, c'est 400 000 euros quand on vient sur le cabinet de conseil en gestion de patrimoine. On va dire le plus gros client, il a 25 millions aujourd'hui chez nous. Voilà. Et donc, même une montre à 1 million, quand même, ça pèse lourd dans un patrimoine de 25 millions. Il faut vraiment avoir un sacré patrimoine pour avoir des montres comme ça exceptionnelles à plus de 1 million d'euros. Il faut avoir quelqu'un qui s'y connaît bien, qui peut te conseiller et qui est non seulement a la possibilité de l'acheter, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, puis en plus qui est sûr que ça prenne ou on espère vraiment que ça prenne, effectivement. Oui, mais c'est jamais sûr. C'est pour ça qu'il faut que ça soit une petite part du budget. Ouais, évidemment. Hein. Les investissements exotiques, c'est jamais... C'est ça doit être juste la pointe de la pyramide du patrimoine. Oui, et puis c'est jamais sûr, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais savoir si vraiment ça va coter. Merci à Romaria, la boutique, qui nous a prêté, donc qui vend des montres d'occasion. Merci à Richard Mille aussi, qui nous a prêté gentiment cette nouvelle montre, du coup, Nadal. À Dubaï aussi. Et à Dubaï aussi. La fameuse Zénith avec le truc qui bouge dans tous les sens. Et merci à toi, Franck. Non, avec plaisir.
comme d'habitude. Je vous mets le lien de la chaîne de Franck, si vous allez suivre. Il est passionné de montres, il essaie de montrer un maximum de modèles et d'informations très régulièrement. Voilà, vous êtes 400 000 abonnés sur sa chaîne, donc je vous mettrai le lien dans la description aussi. Merci beaucoup, je te check. D'avoir ramené tout ça. Je te check avec le gant. Et d'avoir, c'est très chic. Et d'avoir géré, surtout en 48 heures et tout, merci beaucoup. Non, avec plaisir. On va dans un instant aller chez quelqu'un qui a des cartes Pokémon aussi en investissement exotique, mais juste après, on va parler d'impôts et de comment mieux gérer et payer le moins d'impôts possible. Allez, c'était impressionnant de voir toutes ces montres. Hein. Ah, incroyable. Franchement, belle collection. Merci encore à Franck d'être venu avec tout ça. On va dans un instant aller chez l'un d'entre vous qui a une collection, lui, de cartes Pokémon. On va montrer des investissements extrêmement différents, volontairement. Et on ira tout à l'heure, c'est l'une d'entre vous qui nous a envoyé un message pour dire qu'il s'était fait avoir avec une formation, justement, d'une influenceuse qui l'a escroqué de 20 000 €. Quelqu'un qui a pris beaucoup d'argent. Elle s'appelle Léane. Elle a pris le train exprès de Brest pour venir nous raconter à quel point il faut faire attention lors de ces formations. Et tu nous diras un petit peu, toi, ce que tu fais comme formation et pourquoi il faut faire attention et comment on peut les repérer aussi un peu, les arnaqueurs. Juste pour les impôts, quel conseil tu donnes en tant que conseiller en patrimoine? Déjà, conseil numéro 1, c'est qu'il ne faut pas regarder la défiscalisation comme un but. Il y a beaucoup de gens qui sont attirés par des investissements parce que ça défiscalise et qu'on va gagner des impôts. Et le plus connu, c'était le produit Pinel, l'investissement en Pinel. Il y a un rapport de l'Inspection générale des finances qui a montré qu'un Pinel sur 2 n'était pas du tout rentable. Et qu'en moyenne, hors prix de l'immobilier qui pouvait monter, en fait, un Pinel en moyenne rapportait moins 16 000 €. Donc un investissement à perte. À perte, en fait. Parce qu'on investit dans du neuf, les loyers sont modérés, le neuf, en fait, on l'achète trop cher, etc., etc. Et ça, c'est mis en avant parce que derrière, il y a une carotte fiscale. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ne pas aller sur des trucs juste parce qu'il y a une défiscalisation. Par exemple, aussi les startups, les groupements forestiers, etc. Il y a plein de trucs où on se dit « c'est génial, je vais payer moins d'impôts ». Il faut vraiment regarder tous les paramètres et au final, on se rend compte que certains investissements ne sont pas du tout rentables. Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier quand on fait sa déclaration d'impôt? Quand on fait sa déclaration d'impôt, ce qu'il faut regarder en premier, c'est est-ce que tu as tout déclaré au niveau des revenus? Et ce que les gens oublient parfois aussi, c'est est-ce que tu as tout déclaré au niveau des charges et réductions d'impôts, typiquement emploi à domicile, versement dans un PER, plan épargne retraite. Il faut bien penser à tout déclarer. Et si tu as des comptes étrangers aussi, typiquement des comptes, parfois des banques en ligne ou PayPal ou des trucs comme ça, il faut les déclarer comme compte à l'étranger. Sinon, tu peux encourir une amende de 1 500 € par compte étranger non déclaré. On peut optimiser nos impôts aussi avec des enveloppes fiscales. C'est marqué partout. Ça veut dire quoi, des enveloppes fiscales? Oui, une enveloppe fiscale, c'est tout simplement une enveloppe dans laquelle tu vas loger des investissements. On a parlé tout à l'heure de l'assurance vie. On peut parler aussi du plan épargne retraite, par exemple. Donc le PER. PEA, tout ça, c'est des enveloppes fiscales. Donc, c'est une enveloppe. Après, tu mets ce que tu veux un petit peu dedans. Il y a des contraintes, il y a des règles spécifiques à chacune. C'est quoi la meilleure solution pour payer moins d'impôts, en vrai? Franchement, pour investir en bourse, par exemple, PEA, plan épargne à l'action, c'est tout simple. C'est une enveloppe dans laquelle tu peux loger des ETF, donc investir en bourse dedans. Et tant que tu ne retires pas, tu as 0 impôt. Donc, tant que tu es en train de capitaliser et investir, tu n'as aucun impôt. Tu dis aussi qu'on peut transmettre 1 million d'euros à nos enfants avec 3 failles. Ça, c'est un vrai truc qu'on peut faire aussi. Comment ça se passe? Ouais, ça concerne plus de gens que ce qu'on croit. La transmission de patrimoine, c'est un sujet super important. Et parfois, en plus, on peut se retrouver avec une maison familiale, typiquement, qui est dans la succession. Elle coûte très cher, imaginons la maison à côté, tu vois, à Paris ou autre. Et les enfants se retrouvent avec des droits de succession, je sais pas, 100 000 € à payer en 6 mois. Et là, c'est impossible. Il faut vendre la maison très rapidement, à rabais, et ça peut vraiment créer des grosses problématiques familiales. Donc, pour transmettre son patrimoine, effectivement, il y a des failles, il y a des hacks un petit peu, ou en tout cas, il y a des choses à savoir. On a parlé de l'assurance vie, on l'a dit tout à l'heure, l'abattement de 152 500 € par parent, par assuré plutôt par bénéficiaire. Donc, 2 parents, imaginons, qui ont 2 enfants, 600 000 € sans droit de succession, globalement. Donc, 152 500 fois 4, à peu près 600 000 €. Un autre truc à savoir, c'est donation Sarkozy. Donc, en référence au président sous qui ce don a été créé, tu peux donner 31 865 € à un enfant, enfin à ton enfant,
s'il est majeur et que toi, tu as moins de 80 ans, sans droit de succession non plus. Donc, on reprend là, s'il y a 2 parents avec 2 enfants, tu fais 31 000 x 4, du coup. Donc, globalement, 3 x 4, 120 000 euros, sans droit de succession. On était à 600 000, plus 120 000, on est à 720 000. Et là, il faut savoir aussi une dernière chose hyper importante, c'est qu'il y a un abattement de 100 000 euros tous les 15 ans. Par parent, par enfant aussi. Donc, on peut donner, dont Sarkozy, c'est uniquement du cash, donc on fait un virement, de l'argent. Par contre, avec cet abattement de 100 000 euros, on peut donner des biens immobiliers, on peut donner un compte titre, on peut donner un Tous petit peu... les 15 ans. Ouais. Donc, il ne faut pas attendre d'être trop âgé pour le faire. Tu peux le faire. C'est ça, il faut anticiper. Ça, c'est le maître mot d'ailleurs dans la transmission. Et donc, typiquement, 2 parents avec 2 enfants, 100 000 euros x 4, 400 000. On était à 720 000 plus 400. On est à 1 120 000 qu'on peut transmettre à ses enfants sans aucun droit de succession. On entend souvent que la France est le pays le plus taxé. Mais c'est pas faux. C'est pas faux sur certains domaines. Mais, faut pas dire n'importe quoi, non, mais c'est pas faux. Non, mais c'est vrai, mais en termes de succession, par contre, il y a des choses, on peut aller très loin. Tout n'est pas si noir. Ouais, c'est ça. On pourrait parler aussi du démembrement. Il y a plein de trucs encore qu'on pourrait créer. Le démembrement, c'est le fait d'acheter un bien et de le louer, en fait, et d'en avoir l'usufruit. Donc, vous avez, vous pouvez profiter du bien. Vous pouvez, vous louer à vous-même, hein, c'est ça. Avec une SCI, vous pouvez acheter un bien et vous le louer avec la boîte. Il y a plein de systèmes de démembrement. Ouais, pour le chef d'entreprise, il y a plein d'optimisations. Je pense que tu parlais de ça. Mais sinon, le démembrement, c'est typiquement... Là, on a un parent, par exemple, un papa. Il a un bien locatif, tu vois, qui vaut 300 000 euros. Et il veut le transmettre à son fils. Au lieu de le donner comme ça, 300 000 euros d'un coup, là, il va payer beaucoup d'impôts, l'enfant, s'il reçoit ça. Je crois que c'est autour de 38 000 euros de droits de succession à payer. À la place, au lieu de donner le bien en pleine propriété, tu le démembres et tu donnes à ton enfant, par exemple, que la nue propriété. Le papa, il garde l'usufruit. Donc lui, il peut continuer à habiter dans cet appartement ou continuer à le louer et toucher les revenus locatifs. Et l'enfant, lui, il a la nue propriété. Donc, la nue propriété, c'est habiter dedans. Non, la nue propriété, au contraire, ça c'est l'usufruit. Ouais. Non, la nue propriété, c'est juste en être propriétaire finalement à terme. Il ne faut pas l'utiliser. Ouais. C'est ça. Et lorsque le papa, il décédera. Comme un viager. C'est ça, le viager, c'est du démembrement. Et donc, lorsque le papa décédera, l'usufruit reviendra à l'enfant, sans droit de succession aussi. Donc, c'est des optimisations, clairement, qu'on peut faire. Il y a plein de trucs à faire avec le démembrement, toute une ingénierie patrimoniale. D'ailleurs, c'est un truc assez français, ça se retrouve vraiment pas dans d'autres pays. Donc, on parlait des investissements exotiques avec les montres. Regardez, on est allé chez Sullivan qui a, lui, une collection de cartes Pokémon. Alors, moi, je n'y connais absolument rien, je ne savais même pas que... Enfin, je savais que ça existait, je savais qu'il y a des cartes Pokémon qui valaient très cher. Tu as quel âge aujourd'hui? Moi, j'ai 28 ans. 28 ans. Est-ce que tu as joué aux cartes Pokémon? Ouais, c'est ma génération. T'as une carte. Est-ce que tu en as gardé des... Non, je les ai vendus sur un vide-grenier. Est-ce que c'était une erreur? Tu le sauras jamais. Mais il y a des sites internet aujourd'hui, tu peux regarder la cote, etc. Il y a des cartes qui valent jusqu'à 75 000 euros. Sébastien de l'équipe est parti justement le rencontrer chez lui pour vous montrer ça. Regardez. Bon, alors on est avec Sullivan qui a répondu du coup à notre annonce où on cherchait quelqu'un qui collectionne des cartes, différentes cartes. Tu collectionnes plein de choses, Sullivan. Merci de nous accueillir chez toi déjà. Merci à toi. Alors là, j'ai vu tout. Il y a du Pokémon, il y a du Yu-Gi-Oh, il y a du Lorcana pour les fans de Disney. Il y a plein de choses différentes. Pourquoi tu collectionnes déjà? Pourquoi tu t'es lancé dans une collection aussi grande? Alors en gros, l'histoire un peu classique, c'est que collectionner quand j'étais petit, dans la cour de récré, tout le monde a connu ça. Et ma mère achetait toutes mes cartes quand j'ai quitté, je crois, le collège ou le lycée. Et à 18 ans, je sais pas, je suis retombé dedans. Et j'ai eu envie de me reprendre toute une collection et tout. Donc j'ai commencé à racheter petit à petit. Donc à l'époque, j'avais un peu moins d'argent qu'aujourd'hui. Et en fait, ça fait 10 ans là que je collectionne. Alors là, il y a plein de choses. On va aller montrer ta collection un peu globale. Il y a, je crois que tu m'as dit, entre 100 et 300 000 cartes. Exactement. Et puis quasiment plus proche des 300 000 cartes chez toi, dans un appartement. Tu fais combien de mètres carrés ici? J'ai 60 mètres carrés, mais on est deux. Donc tu vois, j'ai pas le droit à tout l'espace. Oui, voilà. Mais bon, quand 300 000 cartes dans 60 mètres carrés, il faut que vous imaginiez, il y a des cartons un peu partout. Il y a plein de choses différentes. Il n'y a pas que du Pokémon. Ceux qui connaissent un peu vont reconnaître du Yu-Gi-Oh! Il y a plein de choses. Il y a des mangas, du One Piece. Pourquoi tu collectionnes autant de choses différentes? Alors je t'avoue, je pense que je suis un otaku, tu vois, les vrais geeks japonais. Donc en fait, ça a commencé par des mangas. Je lis des mangas depuis que je suis tout jeune. Et comme je te disais, l'amour des cartes est revenu. Donc beaucoup de Yu-Gi-Oh! Parce que Yu-Gi-Oh! Je joue avec des potes. Tu vois là, j'ai des petits decks ici. En gros, une fois par mois, on se fait des espèces de petits tournois ici entre potos. En vrai, c'est grave cool. Et après, Pokémon, pour le coup, j'y joue pas du tout. Je trouve le jeu beaucoup moins intéressant. Par contre, les cartes sont... Alors, je dirais pas plus belles que du Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas vraiment de comparaison, mais
j'ai plus de nostalgie qui parle là-dedans. Donc forcément, j'ai aussi un peu de Pokémon. Là, tu as quelques cartons où en gros, c'est les cartons. Ça, c'est des cartons que je reçois chez le fournisseur directement. Et ça, c'est des cartons que je me trimballe un peu depuis plusieurs déménagements d'ailleurs. Donc c'est des cartons pleins de cartes? Exactement. Donc des cartes qui sont scellées. Scellées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles n'ont jamais été ouvertes. Typiquement, tu vois, si on prend ça, c'est une display qui est non scellée. Tu vois, il y a des cartes dedans, c'est parce que je les utilise en rangement. Mais par contre, est-ce que j'ai du scellé? Je dois en avoir. Voilà, ça c'est du scellé. Donc c'est des cartes qui n'ont jamais été ouvertes. Ok. À savoir que quand tu collectionnes du scellé, l'état du plastique est tout aussi important. Donc tout a une valeur, c'est-à-dire le plastique, la carte, Ouais. la série sortie. En fait, on va le rappeler, mais il y a le game de la gradation. Donc tu vois, une carte gradée aujourd'hui, ça ressemble à. Là, je peux t'en sortir une par exemple, ça ressemble à ça. Donc là, tu as une carte qui est une carte de fin des années 90, début 2000, qui s'appelle Mentali. Pourquoi elle est sous boîte? Alors en gros, c'est une carte du coup que j'ai fait grader, parce que c'est une carte que j'aime beaucoup et qui peut prendre de la valeur en étant gradée. Ce qu'il faut se dire, c'est quand tu grades une carte, donc là je l'ai gradée chez PSA, qui est une société américaine, il y a aussi des sociétés en France qui le font, mais celle-là c'est la plus reconnue. Ils te donnent une note du coup de 1 à 10, donc celle-là a eu 8, mais à savoir que 8, 9 et 10 peuvent être une carte 9. Donc pour moi elle était 9, j'aurais pu avoir un 9, j'aurais pu avoir un 10, j'ai eu un 8, et après ça te permet du coup de authentifier la carte, et du coup de mettre une valeur parce que tu sais que la carte est forcément vraie vu qu'elle est vérifiée, et plus tu as une bonne note, plus ta carte vaut cher. À savoir qu'une carte 9 peut être déjà le triple d'une 8 et une carte 10 peut être 10 fois le prix d'une 9. Par exemple, cette carte-là, quand tu la sors toute seule du sachet, combien ça coûte? Faut se dire que si tu la sors de booster et que tu la vends telle quelle, la carte va valoir environ 500 €. Et si tu as un 10 dessus, tu peux multiplier par, c'est dur à savoir, mais environ 10 le prix, assez facilement. D'accord, donc elle vaudrait 5000 € si elle était gradée 10. PS à 10, ouais. Alors tu me dis que tu avais plein de cartons différents, des choses qui sont là depuis 3 ans. On voit même que le chat tout à l'heure a mis ses griffes dessus. Un peu. Historiquement, je stockais tout ici. Maintenant, je stocke ici dans mes bureaux et je stocke aussi à 2-3 autres endroits. Donc, comme je vous disais, un peu la banque. Et sans que ce soit un business, quoi. Sans que ce soit ton activité, Exactement, t'aimes ça. Et c'est un truc que je veux léguer à mes enfants et qui peuvent me dépanner de galère. Demain, j'ai besoin d'un peu d'argent. Je sais que je peux vendre 2-3 cartes et c'est cool. Donc, typiquement, ce truc. Donc là, vous voyez, c'est du Lorcana. C'est pas ce que je collectionne le plus, mais c'est des choses qui prennent de la valeur. Donc Lorcana, c'est des cartes avec des personnages Disney dessus. Exactement, c'est les cartes de Disney. Okay. Ils sont arrivés il y a 2 ans, c'est le TCG de Disney. Je peux vous montrer un exemple de ce qu'est un colis. Hop. Je sais pas ce qu'il y a dedans honnêtement, parce que je sais plus de quoi et quoi. Alors là pour le coup, c'est ce qui ressemble le plus à des displays, donc des paquets de boosters. Alors un display, c'est vrai que quand on était enfant ou que nos parents nous en achetaient, c'était des sachets directement chez le marchand de journaux par exemple. Un booster en gros c'est 10-11 cartes. Et après, tu as les coffrets ou les displays qui sont des regroupements de cartes. La plupart des collectionneurs collectionnent des displays qui sont pour du Pokémon en général 36 boosters de 10 cartes. Donc en fait, ça, c'est ce que le marchand de journaux achetait, Exactement. ouvrait, et toi, t'achetais ça. Exactement. Donc là, c'est la boîte fermée, comme on montrait tout à l'heure, complètement scellée. Exactement. Et là, tu vas faire quoi? Tu vas la laisser dans un carton, attendre qu'elle prenne un peu de valeur, c'est ça? Ouais, en fait, ça, c'est une série qui, à mon avis, prendra pas énormément de valeur. Parce qu'en fait, tous les items ne vont pas exploser, c'est ça qu'il faut se dire. Mais ouais, aujourd'hui, ça vaut, je sais pas, mais 1,5 fois le prix que je l'ai acheté. Après, il y a des items que je peux vous montrer où tu sais que en 3-4 ans, ça fait du x10. Du coup, là, je t'avais demandé de me mettre quelques cartes de côté qui sont de ta collection pour qu'on comprenne un petit peu quelle valeur ça peut avoir. Donc là, tu as une pile de cartes très diverses. Là, la première que tu as, on en parlait tout à l'heure. En gros, je t'ai mis un peu de tout. Je t'ai mis du très rare, très ancien, de ce que je kiffe particulièrement et du pas du tout rare, qui est genre les cartes qui me tiennent à cœur, que je collectionne. Donc là, tu as du Mentali de 2001, donc ça vaut pas mal d'argent. Ça, c'est ma carte la plus chère dont je t'ai parlé. Qui est actuellement en vente, qui est un Octalistar de 2007, qui est une carte ultra dure à avoir. Combien tu l'as... Elle se vend celle-là? La dernière vente qu'il y a eu sur celle-là, d'une note un petit peu meilleure que la mienne, c'est 76 000 $. Donc la mienne ne vaudra pas autant, mais en tout cas c'est une carte qui vaut beaucoup d'argent, que j'apprécie, qui est du coup tout le temps en banque. Donc là tu disais tout à l'heure que même une gradation en dessous, ça peut la rendre beaucoup moins chère. Exactement. Donc celle-là actuellement, elle est estimée à 5-6 000 €, la mienne, c'est ça? 5-6 000 €, exactement, ouais. Là t'as un Lugia qui est très vieux, en très mauvais état, mais qui est ouf. Un petit Mentali obscur qu'on va beaucoup tourner en ce moment. Un petit Groudon shiny. Là, on rentre dans du plus récent. Donc de plein d'époques différentes finalement. Exactement. Là, ce que je viens de te montrer, c'est du tout avant 2010. Et là, on est sur des cartes qui ont post-2020. Donc c'est une nouvelle gamme de rareté. Alors là, il y a même un peu de Yu-Gi-Oh! Que j'aime beaucoup. Ça, c'est ma carte préférée de ma collection. Dracofeu Shiny, que j'ai tiré dans le booster d'un pote, mais qui m'a vendu du coup. Mais si je la revendais comme ça, je pense qu'elle est autour de 400-500 €. C'est juste le kiff de l'avoir tiré, une carte qui est hyper dure à tirer. Là, t'as quelques Dracofeu du coup qui sont sympas.
Et là, tu rentres dans des cartes qui n'ont rien à voir, donc c'est juste des cartes de kiff qui valent pas beaucoup d'argent, enfin si celle-là un petit peu quand même. Mais tu vois, c'est des cartes que j'aime bien avoir avec moi parce que c'est des cartes que je peux laisser traîner chez moi, que j'ai pas besoin d'avoir en banque et qui me font juste plaisir à être vues. Est-ce que tu sais combien tu as investi dans ta collection depuis le début? C'est hyper dur de savoir, mais je pense que je suis aux alentours de 150 000, entre 100 et 200. 200 000 euros? Ouais. Wow, ok. Si je vendais tout, en fait ça n'arriverait jamais, mais si je vendais tout, je pense que je serais aux alentours de 200-300 000 euros, je pense. Donc tu as fait x2 quasiment, en plus de x2 de ce que tu as acheté. Ouais, c'est ça. Et à savoir que moi, mon problème en tant que collectionneur, c'est que j'ouvre énormément. Et quand tu ouvres des boosters, bah, tu perds de l'argent parce que tu as très peu de chances d'avoir des trucs de ouf ou des cartes de ouf. Surtout sur du récent. Donc en fait, si j'avais tout gardé scellé depuis le début, ma collection elle vaudrait le triple, je pense. Donc tu perds de l'argent quand tu ouvres. C'est pas la bonne chose, mais c'est juste un kiff, quoi. Donc voilà, vous avez pu voir comme ça les collections. Donc il y a des investissements qui peuvent être vraiment très différents. On va juste parler des formations. Dans un instant, on va faire venir Léane qui a vécu, elle, une formation. Elle s'est fait avoir. Juste, qu'est-ce que c'est que des formations que tu proposes, toi? Nous, ce qu'on propose, donc, c'est des formations sur la gestion de patrimoine et sur comment bien investir en bourse, en SCPI. Tous les placements financiers, on essaie de vraiment tout couvrir. On fait des masterclass aussi avec des experts qui viennent parler, etc. Il y a une communauté. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes de A à Z. Et on fait aussi des consultations hebdomadaires. Typiquement, on répond à toutes les questions des membres toutes les semaines. Voilà, ça, c'est un format qui plaît beaucoup parce que les gens, des fois, ont vraiment besoin de ce genre d'accompagnement et qu'on les prenne un peu main dans la main pour investir et pas faire d'erreurs qui peuvent coûter très cher. Comment ça se passe? Tu cliques là, tu te retrouves sur un... C'est quoi? C'est un site? C'est des vidéos? Ouais, c'est ça. Nous, on a un espace, en fait, où tu as accès 24h/24. Tu as des vidéos préenregistrées, ensuite on fait des lives, il y a une communauté, tu peux discuter avec les autres, etc. Voilà, ça se passe comme ça et c'est en durée illimitée. C'est pas limité dans le temps. Bon, je vous mets le lien, ça vous intéresse et vous voulez aller voir ça. Et donc c'est dans la description, pareil. Et tu as donc ton cabinet de conseil qui s'appelle S'investir Conseil, qui permet de, c'est un conseil pour d'avoir des conseils en patrimoine, pareil, venir avec du capital et tu vas avoir des conseils en investissement en échange d'un pourcentage, c'est ça, sur les gains. Comment ça se passe? Comment on rémunère quand tu disais c'est à peu près 400 000 euros les gens qui viennent voir 400 000 euros en moyenne donc de patrimoine à investir. Placement souvent liquide que nous-mêmes on va piloter, on va optimiser, etc. Et la rémunération du conseiller en gestion de patrimoine, d'ailleurs ça c'est un sujet aussi très important, qu'elle soit bien transparente, etc. Effectivement, nous ça va être un pourcentage, en moyenne c'est 0,5% sur l'encours qui va être géré. T'as un client qui t'a marqué? Une anecdote? Ouais, il y a pas mal de clients qui m'ont marqué. Il y a une anecdote un peu marrante, c'est un client qui avait gagné 25 millions au loto. Et en fait, il avait gagné ça il y a 5 ou 6 ans. Il a continué en fait de travailler à la plonge dans un restaurant alors qu'il avait 25 millions sur son compte. Il l'a pas dit à sa famille et il est resté comme ça pendant un moment jusqu'à ce qu'il vienne voir du coup en conseiller en gestion de patrimoine et qu'il comprenne qu'il pouvait faire des choses avec son capital et peut-être arrêter de travailler s'il voulait. En fait, vraiment, il y avait un manque d'éducation financière. C'est pas sa faute du tout, c'est normal, c'est un petit peu classique finalement en France. Et juste pour donner un ordre d'idée, s'il plaçait ses 25 millions, un taux sans risque, quelque chose de très peu volatile, imaginons du 2%, ça ne sera pas un livret A parce qu'il y a un plafond de 22 950 €, mais du monétaire ou des choses comme ça, vous pouvez gagner 500 000 € par an. Sans rien faire, juste en vivant de ses rentes et de son capital. Il n'y a pas besoin de travailler, quoi. De toute façon, 25 millions, tu n'as pas besoin de travailler. C'est ça, mais il s'en même moins d'ailleurs. Beaucoup moins et tu n'as plus besoin de travailler. Ouais, exactement. À partir de combien tu estimes, toi, un client qui peut arrêter de travailler? Ça dépend aussi de son train de vie. Ça dépend combien il a besoin tous les mois et de ses objectifs, etc. Mais c'est vrai qu'une belle somme, déjà, on peut faire des superbes choses avec 1 million d'euros. Avec 1 million d'euros, franchement, tu peux avoir un joli complément de revenus ou soit prendre un temps partiel ou autre, mais peut-être même arrêter de travailler si tu es proche de la retraite, clairement. Ouais. Parce qu'avec 1 million d'euros, si c'est bien placé, tu peux arriver à gagner combien sur l'année? Imaginons, on prend un taux de 5% typiquement. Tu peux donc gagner 50 000 € par an. Donc 3 500 € par mois, quasiment 4 000, parce qu'après, tu as un peu d'impôt dessus, non? Ouais, c'est ça, mais tu as des placements aujourd'hui. Après, il faut pas nacher, tu vois, il faut bien diversifier le portefeuille, mais
On va aller sur des actifs de rendement qui peuvent verser effectivement du 5% net aujourd'hui. Tu as eu aussi une cliente d'environ 70 ans qui t'a marqué un jour. 70 ans, elle était médecin généraliste. Elle a travaillé toute sa vie. Et quand elle est arrivée, en fait, premier rendez-vous, elle a pleuré. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle venait de comprendre qu'elle était passée à côté de sa vie finalement. Elle avait travaillé toute sa vie. Et elle n'avait jamais fait fructifier son argent. Elle n'avait pas compris qu'elle pouvait faire ça et finalement se libérer du temps. Et donc en fait, elle s'est dit, mais j'ai pas vu mes proches, j'ai pas vraiment vécu ce que je voulais vivre. J'ai trop travaillé. J'ai trop travaillé. Ça, c'était dur à vivre, effectivement. Elle s'est rendue compte Elle s'est rendue compte, ouais, avec ce qu'on lui expliquait et tout, que en fait, on pouvait faire des choses assez bien avec son capital pour se libérer du temps. À 70 ans, elle continue de travailler. Donc là, elle s'est dit, ah ouais, en fait, j'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt. Vous l'avez lancé en 2024, votre cabinet d'investissement. C'est Investir, du coup, conseil. Vous êtes combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est une dizaine de personnes sur le cabinet. Je veux parler pour les entreprises aussi, c'est une bonne manière de transmettre son patrimoine. On n'en parle pas souvent, mais si vous avez une société, vous pouvez transmettre à vos enfants vous pouvez exonérer vos impôts à hauteur de 75% grâce à la société. Ça, c'est un truc qui est factuel, c'est vrai ou pas ? Ouais, ça s'appelle le pacte du Trey. Donc c'est un mécanisme en fait qui permet effectivement de t'exonérer à 75% pour la transmission de ton entreprise. Donc ça peut des entreprises des fois ça peut vite chiffrer, être valorisé. Imaginons 1 million d'euros. Finalement, aux yeux de l'administration fiscale, tu la transmets, elle ne vaut que 250 000 euros. Donc ça c'est une grosse optimisation effectivement. Et alors comment ça se passe ? On peut avoir 3 000 euros grâce à une société. Si vous êtes employé d'une société, vous pouvez essayer d'avoir 3 000 euros assez facilement. Ouais, alors ça, c'est super important. Tous les salariés qui nous écoutent, peut-être que vous avez le droit à un gain de 3 000 euros d'argent gratuit grâce à votre entreprise. Donc, si vous avez en fait de l'épargne salariale, notamment un PEE, donc plan épargne entreprise, et dans ce PEE, si vous versez 1 000 euros, l'entreprise, elle peut abonder. Donc, s'il y a Rajouter. Ouais, elle peut rajouter jusqu'à 300%. Donc, il faut bien vérifier si vous êtes éligible à ça. Jusqu'à 300%, donc vous versez 1 000 euros et en fait l'entreprise va rajouter 3 000 euros exonérés d'imposition sur le PEE. C'est les grosses sociétés qui font ça ou c'est... Oui, souvent c'est plutôt des grosses sociétés et même ça peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un plan épargne retraite en plus de ce PEE et là vous pourrez verser par exemple on va dire 4 000 euros plutôt, il y a des plafonds après. Donc 4 000 euros et l'entreprise pourrait abonder jusqu'à 11 000 euros. Donc c'est énorme en fait et si les gens ne sont pas au courant, regardez bien votre épargne salariale, peut-être que c'est possible. C'est quoi le geste le plus simple que tu fais toi pour économiser facilement, que tu pourrais donner en tant que gestionnaire de patrimoine ? Il y a un geste qui parlerait à tout le monde, je pense, c'est d'économiser au niveau des frais bancaires. C'est 250 euros par an de frais bancaires en moyenne qu'on paye. Et personnellement, j'ai une banque en ligne, je paye 0 euros, carte bancaire gratuite, frais de tenue de compte gratuit, voilà, aucun frais. Ça a 250 euros après que peut-être qu'on peut commencer avec investir en bourse, par exemple. Facile à économiser. Tu as un portefeuille de combien aujourd'hui sur justement ton cabinet de gestion en patrimoine qui s'appelle du coup S'investir Conseil. Tu as combien à gérer ? On a un peu plus de 150 millions d'euros d'encours conseillés ou gérés. Tu t'attendais à en avoir autant, si vite ? Non, pas du tout. En vrai, moi, je suis assez étonné de l'engouement que ça a pris et c'est super. Ça va être quoi vos prochains projets ? Prochain projet, on n'a pas vraiment de projet en fait, tu vois. Moi, l'idée, c'est pas de grossir de manière absolue et d'aller vite. Là, ça marche très bien. On a une entreprise à taille humaine. C'est cool. On accompagne bien nos clients. Je suis très content. Moi, je cherche pas à grossir ou coter en bourse ou lever des fonds ou autre. Voilà. Franchement, on est déjà bien. Quel conseil tu pourrais donner on va avoir Léane qui va s'asseoir à côté de toi pour terminer l'émission maintenant dans 1 minute. Quel conseil tu pourrais donner à vous tous, chez vous, si jamais vous vous retrouvez à hésiter sur une formation pour investir en ligne, savoir si c'est une arnaque ou pas ? C'est quoi les red flags ? Ouais, alors, moi je suis créateur de formation, mais je suis aussi consommateur. Moi j'adore ce format-là. J'ai acheté une formation pour créer mon site web il y a 6 ans, tu vois. Sans ça, je pense que j'aurais jamais pu créer en tout cas le site web, donc s'investir.fr. Pareil, quand j'ai eu un chiot, j'ai adopté un chien, j'ai acheté une formation, tu vois, pour bien l'éduquer, bien l'élever.
Et ça nous a vachement aidé avec ma compagne. Et en fait, moi, en tout cas, dans ma consommation de formation, ce que je fais, c'est que avant, je regarde les contenus, tu vois, que tu trouves sur YouTube de la personne, et je m'assure en fait que déjà, elle correspond à ce que je veux, elle a son expertise sur le domaine, et aussi, là, quelque chose de très important, mais surtout dans l'investissement, c'est que il faut fuir tous ceux qui vont te vendre des promesses de gains, promesses de plus 10% par mois. Déjà, quand ça parle de 10% par mois, à fuir. Par mois, on parle plutôt par an en général dans l'investissement. Mais même 10% par an garanti sans risque, ça n'existe pas, fuyez. Donc plutôt quelqu'un qui va mettre l'accent sur les promesses de devenir riche, et parfois c'est des caricatures, hein, mais c'est vrai, c'est des mecs à Dubaï qui louent une voiture de luxe avec une villa, etc. et qui vont juste te dire deviens riche, tu vois. Ça, on en souffre d'ailleurs, nous, des fois, des gens qui se disent « Ah, ok, tu vends une formation, t'es comme ces mecs-là. » tu vois. Donc, on essaie de s'en détacher et d'expliquer, voilà, tous ceux qui mettent en avant juste les promesses, ce qu'il faut plutôt mettre en avant, c'est ce que je vais t'apprendre, comment tu vas faire, le plan, etc. Les stratégies qu'on va t'apprendre dedans, et pas... De toute façon, on ne peut pas assurer un gain dans l'investissement. On parlait des montres tout à l'heure. Tu vois, on ne sait pas combien coûtera la montre. Il y a toujours un peu de hasard quand même. Toujours un peu de hasard et on ne peut pas prédire. On va faire rentrer Léane. Elle va nous expliquer comment elle s'est fait avoir par une influenceuse cette fois-ci. Donc, il a vendu, qu'il a contacté, qu'il a vendu une formation à peu près de 20 000 €. Elle vient de Brest, elle a fait l'aller-retour et nous raconte ça. Ça y est, on a fait rentrer Léane. Bienvenue Léane. Merci. C'est Marwan Famous Scammer, je crois, qui a fait une émission ici, qui avait monté une société pour retrouver des arnaqueurs. Et notamment, d'ailleurs, la femme qui s'appelle Anne, qui s'était fait avoir par un faux Brad Pitt. D'ailleurs, on avait eu en interview Anne en premier, grâce à Marwan aussi, donc on leur remercie. Je vous mets le lien si vous voulez aller voir l'émission en dessous, dans la description de Marwan. Tu l'as contacté, toi, tu as 21 ans. Tes parents sont agriculteurs. C'est ça. Du côté de Brest. De Brest, pas très loin, Guiclan, mais bon. Ils font quoi exactement dans l'agriculture? Mon papa est maraîcher, du coup, il va s'occuper de tout ce qui est oignons, échalotes, potimarron. Il fait aussi de l'élevage porcin et il a des cultures à côté, du coup, de céréales, ils ont plein de avoine, lin, pas mal de choses, oui. Tu bosses avec eux? Je bosse pas avec eux, j'ai bossé pendant des petits jobs d'été depuis mes 10 ans. Je suis au champ avec eux à les aider du coup sur des chantiers. Mais là actuellement, du coup, mon papa et ma maman travaillent tous les deux et moi je suis à côté. Je poursuis mes études d'ingénieur axées sur le numérique du coup. Rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Tu vas pas reprendre la ferme? Non. T'as des frères et sœurs? J'ai une petite sœur, oui. Petite sœur. Qui veut reprendre ou pas elle? Non, mais elle est intéressée par le domaine. D'accord. Donc, voilà. Alors, c'est des métiers qui sont durs. Le métier d'agriculteur, ça bosse fort. J'embrasse tous d'ailleurs, les agriculteurs. C'est un vrai boulot matin, midi, soir, nuit, vacances, jours fériés. Oui. Tu as réussi à mettre de tes 15 à tes 18 ans 20 000 €. Ça, c'est du coup mon package depuis petite. Bon, ça comprenait. Les anniversaires. C'est ça. L'argent des anniversaires, des Noëls. Et en plus, moi, j'étais un petit rat, donc je mettais pas mal d'argent de côté. C'est bien, 20 000 €. Attends, c'est énorme. Hein. C'est énorme, ouais. C'est énorme. Comment tu vas te faire contacter par cette fille qui va t'arnaquer? Ça a commencé sur les réseaux sociaux. Déjà, il faut savoir que j'avais une appétence pour tout ce qui est la finance, justement. Vu que j'ai vu mes parents commencer à travailler très tôt, mais ils travaillent énormément. J'ai vu que j'ai gagné aussi mes sous. En fait, j'ai vu que l'argent, ça se gagnait pas facilement. Et que dans le contexte actuel où on était, il y avait de l'inflation. Et cette inflation-là, en fait, je me suis rendu compte sur les réseaux sociaux, pendant le Covid, tout le monde était sur son téléphone. En fait, il y a énormément de personnes qui parlaient de l'inflation qui allait arriver, du risque que ça avait, en fait, de laisser l'argent dormir sur nos comptes. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai eu cet attrait, du coup, pour m'éduquer financièrement. Et je me suis dit, en fait, à 18 ans, faut que je fasse quelque chose, parce que j'ai toujours voulu monter mon entreprise plus tard. Et il faut un apport plus conséquent que 20 000 €, quelquefois moins, quelquefois plus, mais c'était vraiment mon but premier, en fait, mettre de l'argent de côté pour l'investir, avoir des investissements passifs pour monter une entreprise plus tard. Ouais, tu voulais grossir ton truc? C'est ça. Comment ça va se passer? Elle va te contacter sur les réseaux? C'est ça. Elle va me contacter du coup sur en message privé au hasard? En message privé sur Instagram. Sur quoi? Sur Insta? En fait, j'étais abonnée à elle
déjà. Ah, c'était une influenceuse. C'était une influenceuse dans tout ce qui est finance, éducation financière. Et en fait, principalement dans ses contenus sur Instagram, c'était vraiment des contenus véridiques. Enfin, c'était des choses, des habitudes à avoir dans le quotidien, de ne pas laisser son argent dormir, comme vous disiez, du coup, de mettre son argent dans des ETF principalement. Attends, elle avait combien d'abonnés, cette fille? Elle avait 16 000 abonnés. 16 000 abonnés. Elle existe toujours? Elle existe toujours. C'est pour ça que je fais aussi le podcast ici aujourd'hui, parce que je trouve pas ça normal qu'elle existe toujours et qu'elle arnaque potentiellement d'autres personnes derrière par la suite. T'as porté plainte ou pas? J'ai porté plainte. D'accord. J'ai porté plainte. En fait, l'histoire s'est déroulée sur 6 mois à peu près. Et au début, ça a commencé, en fait, elle m'a mis en confiance. Elle m'a parlé des cryptos au fur et à mesure. Je connaissais déjà l'actif de la crypto-monnaie, mais je ne connaissais pas la technologie qu'il y avait derrière, que ce soit la blockchain. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Donc elle te contacte en message privé, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle me contacte en message privé, elle m'envoie un message lambda. C'est vrai que je n'arriverai pas à vous dire ce qu'elle m'envoie, mais elle dit que voilà, elle a réussi sa vie où elle en est. Donc effectivement, on pouvait voir sur les réseaux sociaux, elle affichait un train de vie mirobolant. Et elle me dit qu'aujourd'hui, elle a eu un savoir en fait, qui lui a été inculqué. Et son but, c'est vraiment de redistribuer ce savoir-là, de prendre en fait, quelqu'un sous son aile. Ça m'a assez marqué parce que du coup, à 18 ans, je cherchais vraiment en fait... Un mentor. Un mentor. Ah, forcément, essaie de parler. Après, les gens qui montrent beaucoup sur les réseaux sociaux, moi, j'ai rencontré quelques personnes très riches dans ma vie, parfois que j'ai reçues ici. Oui. Ces gens, ça ne se voit pas à l'extérieur. Totalement. Il y a quelques temps, ici, on a reçu Fabien Pinkers, qui a une boîte qui s'appelle Odoo, qui est valu entre 5 et 8 milliards. Il a une BMW série 1 sans Bluetooth. Les vrais mecs très riches que j'ai rencontrés dans ma vie, lui y compris, et j'en ai rencontré d'autres, tu ne peux pas le deviner. Oui. Mais c'est impressionnant d'ailleurs. Ils arrivent au resto, t'as l'impression que c'est les plus pauvres du resto, alors que c'est les mecs les plus riches du quartier, quoi. Donc c'est rarement bon signe les mecs qui montrent trop. Oui, ça arrive, il y en a qui sont bling bling, attention, c'est pas parce que tu montres que tu n'as rien. C'est pas forcément bon signe. Oui. Ce que tu disais avant aussi d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, ça m'intéresse, qu'est-ce qu'elle a montré? Est-ce qu'elle était en France aussi? Non, elle était à Dubaï. Ouais, Justement, déjà, ça faisait partie des influenceurs de Red Dubaï. flag numéro 2. Ouais. Totalement. Non, après, c'est pas totalement. parce que tous les gens de Dubaï ne sont pas des arnaqueurs. Attention, on ne dira jamais ça, et puis ça serait bête. Oui. Il y a plein d'entrepreneurs qui bossent dur là-bas, des Français, mais des gens de tous les pays. Et voilà, il n'y a pas que des influenceurs, d'ailleurs. Il y a très très peu. Ils sont mal vus, d'ailleurs, les influenceurs là-bas. Mais donc, elle va te contacter, elle va te dire je vais te prendre sous mon aile. C'est ça. Comment l'argent va sortir de ton compte pour aller dans le sien? En fait, ça s'est fait au fur et à mesure parce qu'elle, via ses messages, elle m'a vendu un produit financier, en fait. Moi, je pensais investir dans la crypto-monnaie, donc quelque chose que j'en ai déjà entendu parler par beaucoup de personnes en amont qui avaient une certaine crédibilité. Et en fait, elle m'en a parlé et j'avais jamais fait d'investissement. Donc, elle me dit, voilà, tu vas acheter via cette application des crypto-monnaies que tu vas envoyer sur une adresse. Et en fait, par la suite, j'avais... l'interface web, en fait, j'ai dû m'inscrire sur un site web où je voyais, en fait, à chaque fois que je faisais les virements... un portefeuille en ligne? Un portefeuille en ligne, c'est ça, exactement. Tu voyais combien tu avais c'est ça, je voyais combien j'avais, je voyais C'était un site arnaque? C'était un site arnaque, justement. C'est une fausse plateforme. C'était une fausse plateforme. Des gains, etc. Alors qu'en fait, c'était pas ça. Oui, avec des fausses certifications de la Fédé qui était facilement retrouvable en ligne. Et donc, tu mets ton argent dessus, tu mets tout de suite quasiment 20 000 euros? Non. Ça s'est fait vraiment petit à petit. Au début, j'ai mis 500. Mais en fait, les 500, elle m'a dit, oui, il y a les frais. Il y a du double de frais pour la blockchain. Ce qui est... Enfin, quand on connaît un petit peu la technologie, on sait que c'est pas du tout le cas. Pourquoi tu remets, alors? En fait, à chaque fois, elle me parlait que je devais atteindre tel plafond, en fait, pour continuer, enfin, je devais atteindre tel plafond pour améliorer ma rentabilité. En fait, ce qui m'a... Changer de statut, genre, et avoir... Tu gagnes plus 10%, tu gagnes 12%, tu gagnes 14%. C'est ça, il y avait un statut un peu argent, gold, et plus tu investissais, meilleure était la rentabilité et moindre étaient les frais. Et du coup... Et là, tu vois pas. Est-ce que tu préviens tes parents, ta sœur? Non, pas du tout. Ah, c'est vrai? Pas du tout. Tu préviens personne que tu fais ça? Personne n'était au courant de ma famille. T'as pas demandé conseil à des tontons, des cousins, des... Non, parce qu'en fait, je voulais un peu... j'avais un peu cette petite fierté. En fait, je voulais leur faire la surprise, vous dire, voilà ce que j'ai apporté. J'ai cru en ce projet de crypto-monnaie-là. Regardez ce que j'ai fait avec mon argent. Je pensais être
assez mature à l'époque, ce qui n'était pas le cas. Même, j'avais pas du tout les connaissances. Tu peux rien, tu t'es fait avoir, tout le monde peut se faire avoir. C'est ça. Et en fait, ce qui m'a aussi fait donner du crédit, en fait, c'est aussi que j'ai pu effectuer un premier retrait de la plateforme. Donc, je récupérais bien l'argent avec un premier retrait. Et en fait, un premier retrait qui était minime, mais pour voir si ça fonctionnait bien, en fait. Moi, ça m'a rassurée dans ma tête. Et au fur et à mesure, en fait... T'as retiré genre 50 balles, t'as vu que ça marchait? Oui, je crois que c'était 500 €. Ah oui, 500 donc tu €. t'es dit ça marche, je peux remettre. Je me suis dit ça marche, je peux remettre, il n'y a pas de souci. En plus, je voyais, en fait, il y avait une sorte de balance, en fait, du coup, de la valeur de ton portefeuille. Oui, tu savais que tu avais pris un peu. Donc c'est tu ça. t'es dit, tiens, ça marche. C'est ça, pour moi, ça fonctionnait. Je voyais que ça augmentait la valeur. Il y a une technique d'un arnaqueur Ouais. qui a fonctionné, fut un temps. C'était, il vendait des faux billets. Oui. Tu connais cette histoire? Il disait, tiens, moi je te vends un faux billet de 100 €. Ok. Je te le pyramide vends. de Ponzi. Non, Non, pas du c'est juste des faux billets. D'accord. En fait, mais c'est des faux billets. En fait, c'était des vrais billets. Il te dit, tiens, tu vas me donner 50 €, je vais te donner un billet de 100. Et en fait, un faux billet de 100. Donc, hop, tu prenais le faux billet de 100 que tu avais acheté 50, tu allais à la boulangerie, le truc il passait, tu dis, putain, c'est incroyable. Il dit, bah attends, je peux t'en avoir 10 là, ok, bah donne-moi 500 €, taille. Il te donnait 10 faux billets de 100. Et après, en réalité, c'était des vrais billets qu'il te donnait. Et le jour où il te dit, bah écoute, donne-moi 200 000 €, je te donne 400 000 €, et ben hop, il prenait 200 000 €, il dit, bah attends, hop, et il revenait jamais. Et en fait, il faisait ça à tout le monde. En fait, il a fait à plein de gens. Il y a un mec qui est parti en prison comme ça. Parce qu'en fait, c'était des vrais. Donc toi, c'était une plateforme où il y avait de l'argent, ils te rendaient tout l'argent jusqu'au moment où tu as mis plus. C'est ça. Et après, ils ont bloqué. Bloqué totalement. Le site n'existait plus. Non, le site n'existait plus. Et l'argent était envoyé sur quoi? Sur des crypto-monnaies? L'argent, en fait, je payais via crypto-monnaie. Et après, je pense que ça allait du coup sur un wallet qui appartenait à la personne qui m'arnaquait derrière. Un portefeuille, pardon. C'est que c'est détectable, tu peux savoir. Oui, c'est traçable. Est-ce que sûr. Marwan, il a réussi à retrouver? On a réussi à retrouver en fait la personne qui est derrière cette arnaque, mais sauf que du coup, c'est une arnaque assez complexe. Son rapport, il tient sur 35 pages. Il y a vraiment une cartographie avec tous les virements et à chaque fois, c'était une adresse de portefeuille différente. Donc, De toute façon, l'influenceuse, elle est de mèche, c'est une fausse. Et t'as plus jamais répondu? elle m'a plus jamais répondu. Et t'as porté plainte? J'ai porté plainte aujourd'hui, sauf que l'État français, je pense qu'il y a plein de situations similaires en fait. C'était quand? Ça fait 2 ans. 2 ans? 2 ans. Il y a 2 ans, tu as porté plainte ou tu viens de porter plainte? 2 ans, j'ai porté plainte. J'ai porté plainte il y a 2 ans. Il n'y a rien qui bouge? Il n'y a rien qui a bougé depuis. Le truc, c'est qu'on ne peut pas donner le nom. Parce que si on donne le nom et qu'il y a une instruction après, Ok. l'avocat peut s'en servir pour dire, regardez, il y a une faute dans la procédure, on a parlé, la cliente, elle a dénoncé alors que c'est faux et ça peut faire rendre caduque l'opération, Ok. c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Ok. Normalement, on va t'aider avec plaisir avec Marwan Ouais. et on va faire ce qu'on peut et tout, mais on ne peut pas te dire le nom à l'antenne. Oui, non, bien sûr. Ce qui me démange, parce Ok. qu'évidemment, c'est injuste. Ok. Mais s'il y a après un procès, ça peut rendre Ok. caduque le truc. Ok. Mais en tout cas, faites attention si c'est influenceur financière. C'est une fille qui est de France ou c'est une fille qui n'a rien à voir avec... Qui vient de Dubaï. Mais qui est française, qui est partie habiter à Dubaï? Je pense pas. Elle parlait, enfin, il y avait une langue sur son profil, il me semble que... Elle parle pas français? Non, elle parle pas français, c'était des pays nordiques, Ah du oui. danois, quelque chose Ah ouais, comme ça, d'accord. mais je connais pas du tout la... Ah oui, t'es allé chercher quelqu'un de niche quand même. Tu as prévenu tes parents depuis? J'ai prévenu mes parents 1 an après. En fait, je voulais vraiment régler l'histoire par moi-même parce que j'ai fait la bêtise toute seule. Je voulais vraiment l'assumer jusqu'au bout. J'avais pris un avocat entre-temps. Enfin, j'ai été conseillée par un avocat. J'avais porté plainte. En fait, j'avais eu recours à tout ce qui était nécessaire. J'avais aussi fait opposition au niveau de ma banque. D'ailleurs, j'ai récupéré 844 € sur les 20 000 €. Ouais, c'est peu. Hein. C'est peu. Et tu disais qu'ils ont remonté avec 35 pages, Marwan, Oui. pour terminer l'émission. Ils sont remontés sur un RIB de quel pays? Du Nigeria. Ah oui. C'était une personne du Nigeria, du coup. En fait, s'il faut, cette influenceuse n'existe pas. Oui. Tu l'as jamais eu au téléphone? Non. T'as des images en IA? C'est une bonne question. Je ne sais pas si ça existait il y a 4 ans. Mais... Faites attention, vous investissez votre argent quand même sur toutes les plateformes comme ça. Ça t'étonne, Mathieu Louvet, d'entendre ça? Malheureusement, non. Parce qu'en fait, j'en entends parler souvent.
Et surtout dans des plateformes de crypto-monnaie, j'avais déjà entendu ça. Hein. Des fausses plateformes qui te fait croire en fait que ton argent a bien fructifié. Et j'avais déjà entendu aussi que tu peux retirer, ça te met en confiance et après tu investis encore plus. Et tu vas double. Ouais, il y a aussi un problème, c'est les gens qui se font usurper leur identité. Et, toi, tu pourrais très bien te faire usurper ton identité. Et il y a Ça arrive tout le temps, des fausses pubs avec l'IA. Voilà. Grâce à cette application. Et en fait, ils me font dire n'importe quoi. Ouais. Je ne fais pas de pub pour les applications. Ouais. Ils pourraient même te faire dire investis dans cette crypto ou cette plateforme, tu vas voir, c'est approuvé, nanana. Et en fait, ils arnaquent les gens. Quoi. Ils ont pris mon émission avec Patrick Partouche, d'ailleurs, qu'on a reçu des casinos Partouche, et qui disait de cliquer sur ce lien pour aller jouer de l'argent sur le casino Partouche, ce qui est interdit en France. Ils ont pas de, tu peux pas jouer en ligne de l'argent sur le lien qu'il y a cliquable. Évidemment, c'était un faux lien. Et puis Patrick Partouche chez moi, dans la vidéo avec de l'intelligence artificielle, on disait que c'était super l'application, etc. C'était assez impressionnant. Alors, c'est un peu éclaté quand même. Mais c'est suffisamment impressionnant pour que certaines personnes se fassent avoir. Ouais. Moi, j'ai des gens qui m'ont contacté encore la semaine dernière pour me dire « Attention, sur Instagram, j'ai reçu ça, tu fais une pub pour un truc de ci, de ça et tout. » C'est totalement faux. Faut faire quand même attention à ce qu'on voit sur Internet et tout. Mais est-ce que ça a laissé une trace psychologique ? Est-ce que ça t'a... Au début, ça a été compliqué au début. J'ai eu du mal à réaliser que je m'étais fait vraiment avoir. En fait, j'ai vraiment eu du mal à le concrétiser. Je me dis « Oh, c'est pas possible. » En fait, ça m'a fait un choc. Je me suis vue descendre assez vite. Enfin, je suis restée un peu dans ma chambre, enfermée pendant une semaine. J'arrivais pas à y croire. Mais heureusement que je suis vraiment entourée d'amis géniaux qui ont été là pour moi. Ils m'ont comprise. Enfin, ils sont au courant de l'histoire. Ils m'ont énormément épaulée, même grâce aux valeurs que m'ont inculquées mes parents. La résilience, le travail, etc. J'ai pu remonter. De toute façon, j'avais qu'un choix, c'était vraiment remonter. J'avais d'autres projets. J'ai d'autres projets à réaliser. Ça m'a nourri une rage, en fait, au fond de moi, une rage de réussir pour monter mon entreprise ou éduquer les gens, justement. Voilà. Tu vas faire quoi de ton argent maintenant ? Actuellement, je travaille, du coup, je suis dans une école d'ingénieur, dans le numérique. Je vais prendre la spécialité intelligence artificielle l'année prochaine. Et j'aimerais bien en fait monter un business J'ai quelques idées en fait de projets d'implémenter l'IA dans l'agriculture. D'accord. Parce que c'est un domaine qui me tient à cœur. Et il y a de gros projets en fait à faire. Je suis en train de travailler dessus actuellement. Donc voilà. Merci d'être venu et d'avoir eu le courage de parler. C'est pas facile, hein. Merci à vous. Venir sur un plateau. T'étais un peu stressée au début, Ouais, carrément. T'as géré de ouf. Merci. Merci à toi, Léane, et bon courage pour la suite. Fais gaffe maintenant. Ouais. C'est sympa d'être venu parce que ça peut permettre à certains d'entre vous de pas faire la même erreur. C'est ça le principal. Si on fait une erreur, tout le monde peut faire une erreur. Tout le monde. Et donc le seul truc, c'est de venir le dire et d'en parler, comme ça après on sait, et puis ça peut éviter à d'autres personnes de faire la même erreur. Et juste, il y a une liste sur l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, de toutes les plateformes qui sont blacklistées, en fait, donc qui sont des arnaques. N'hésitez pas à consulter. Et aussi, il y a une liste de toutes celles, par contre, qui sont OK et qui sont agréées finalement par l'AMF concernant les crypto-monnaies. Toi, Mathieu, je mets le lien, si vous voulez, sur YouTube, si vous voulez suivre sa chaîne YouTube directement pour voir toutes ces vidéos qu'il fait sur la finance, ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien directement dans la description et sur YouTube et dans les podcasts audio, dans la description des plateformes, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. En tout cas, merci d'être là de plus en plus nombreux. Je vous mets le lien aussi pour son cabinet d'investissement en patrimoine, ça vous intéresse. Voilà, ça s'appelle S'investir Conseil, voilà, tout simplement. En fait, c'est S'investir. C'est Mathieu Louvet, S'investir sur YouTube, S'investir Conseil, ton cabinet, qui est à Toulouse et à Aix-en-Provence, et tu as des clients partout en France qui te contactent à distance. Donc je vous mettrai tous les contacts si ça vous intéresse de rentrer en contact avec lui. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci. De Toulouse aussi, du coup. Ouais, c'est ça. Avec l'accent, on entend à peine l'accent toulousain. Alors que tous mes potes de Toulouse, on entend très fort l'accent. Bah écoute, je suis un caméléon. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé une fois de plus une émission avec nous. Et on se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Les Gens. Je vous embrasse. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.